Vous perdez 80% de votre activité en 8 semaines. Et je savais qu'il y avait des questions. Est-ce la fin d'Airbnb? Airbnb existera-t-il? Brian Chesky, fondateur et PDG d'une entreprise de 100 milliards de dollars, Airbnb, l'une des entreprises les plus prospères au monde. Bed and Breakfast était une solution temporaire pour payer le loyer en attendant notre grande idée. Nous ne pensions pas que Bed and Breakfast serait utilisé par 4 millions de personnes par nuit. Ne vous concentrez pas sur le sommet de la montagne. Concentrez-vous sur la première étape. Les idées ne semblent pas révolutionnaires sur le moment. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Si vous êtes discipliné et concentré et avec une petite idée ou petit rêve, alors vous pouvez construire quelque chose de grand. Airbnb fait son introduction en bourse, et puis le désastre frappe avec le coronavirus. Restez à la maison. Restez à la maison. Vous perdez 80% de votre activité en 8 semaines. Et je savais qu'il y avait des questions. Est-ce la fin d'Airbnb? Airbnb existera-t-il? Nous avons dû prendre des décisions incroyablement difficiles. Alors j'écris cette lettre à toute l'entreprise. Voici ce que j'ai dit. C'est difficile pour toi de lire ça. Ouais, je deviens un peu émotionnel en lisant cela. Pourquoi? Brian, je suis fermement convaincu que notre monde extérieur peut fondamentalement changer, évoluer et avoir un aspect différent. Mais il semble souvent que notre monde intérieur soit beaucoup plus têtu, qui est ce que nous sommes au fond de nous. Et je crois aussi fermement que ce que nous sommes au fond de nous est souvent, de manière significative, façonné par nos premières expériences. Cela a été confirmé par de nombreux psychologues éminents avec qui j'ai discuté. Pour comprendre totalement ta façon de penser et qui tu es, je pense qu'il est préférable de comprendre d'abord cette première expérience majeure et comment elle a façonné le Brian intérieur qui reste, quels que soient les autres changements dramatiques dans ta vie. Eh bien oui, merci de m'avoir invité. Je viens d'un milieu assez banal, mais parallèlement au sport et à toutes les choses normales que les enfants ont, j'avais cet autre intérêt, et c'était la chose qui me définissait le plus, c'était que j'étais un artiste. Je dessinais sans cesse et j'avais ces blocs de papier et je remplissais des centaines et des centaines de pages, dessinant presque compulsivement, à la fois pour apprendre à imiter un environnement et à le reproduire dans la réalité. Et quand j'avais 10 ans, je pouvais probablement dessiner comme un adulte. Et à l'époque où j'étais au lycée, je pouvais probablement dessiner comme un artiste professionnel. J'aimais créer des mondes. Je voulais concevoir et m'échapper. Et à l'âge de 17 ans, j'ai décidé, je vais aller dans une école de design. Donc j'ai déjà saisi une centaine d'opportunités dans la vie. Et maintenant je me dis, d'accord, je vais faire ça. Je ne vais pas être comme un politicien, un médecin, un avocat, un astronaute. Je vais être un artiste ou un designer. Au milieu de la première année, on vous demande de choisir une spécialité. Quel genre d'artiste et de designer? Je suis comme, j'ai encore 17 ans et je dois vous dire quel type d'artiste et de designer. Un gars arrive et il présente un département appelé design industriel. Ça sonnait bien, le design industriel. Et je me demandais, qu'est-ce que le design industriel? Et je me souviens qu'il a dit quelque chose comme, le design industriel est la conception de tout, d'une brosse à dents à un vaisseau spatial et tout ce qui se trouve entre les deux. Pour concevoir un objet physique, il faut comprendre les 3 dimensions. Vous ne pouvez pas simplement concevoir un objet. Vous devez comprendre comment fabriquer l'objet. Si vous êtes un graphiste, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir comment fabriquer quoi que ce soit. Je suppose que vous devez savoir comment l'imprimer, mais vous devez connaître la fabrication. De quel type de matériaux s'agit-il? Les matériaux sont-ils durables? Où le fabriquez-vous? Combien cela va-t-il coûter? Parce que combien cela va coûter a des implications sur comment vous le concevez. Combien cela va-t-il coûter? Ça dépend de qui est le public. Comment allez-vous le commercialiser? Vous voyez, quand un architecte conçoit un bâtiment, personne ne reproche à l'architecte si l'immeuble de bureau n'est pas loué. Mais en design industriel, vous ne pouvez pas concevoir un produit, qu'il ne se vende pas. Et vous dites que c'était un bon design. Je n'aurais jamais imaginé que cela m'aurait servi à diriger une entreprise de technologie. Il s'avère que le design industriel était l'une des meilleures formations pour diriger une entreprise de technologie. Mais je n'avais aucune idée que j'allais faire cela. Je vais revenir sur cela parce qu'il y a quelques mots que vous avez utilisés en cours de route qui m'ont vraiment marqué. Le premier mot que vous avez dit lorsque vous parliez de vouloir concevoir votre propre monde est « j'essaie de concevoir un monde auquel je pourrais échapper ». Oui, l'utilisation du mot « évasion » est assez intentionnelle, mais c'est un mot très fort.
De quoi essayez-vous d'échapper? C'est une excellente question. Je pense que, lorsque j'étais jeune, j'étais un enfant très sensible. Je réfléchissais beaucoup sur le monde qui m'entourait. Par ailleurs, je pense également que j'étais un enfant très idéaliste. Je m'imaginais souvent comment les choses pourraient être meilleures. Finalement, j'ai le sentiment que j'essayais continuellement d'échapper à ce que l'on pourrait décrire comme une réalité trop troublante pour moi. Les nombreux défis de l'enfance? Je pense sincèrement que l'enfance est vraiment difficile pour beaucoup de gens. Et je pense que pour moi, surtout quand j'étais encore très jeune, petit, de petite taille, c'était particulièrement difficile. J'avais du mal à m'adapter à l'école. Je me souviens juste d'avoir eu un environnement d'apprentissage vraiment intense et exigeant. Je cherchais constamment un échappatoire à travers ces mondes imaginaires. Je rêvais de pouvoir créer quelque chose comme ça un jour. Et je me souviens quand j'étais enfant, je regardais ABC où ils étaient comme un Disney, mais en plus vieux. Ils avaient cette chose appelée le merveilleux monde de Disney. Et je voyais ces vieilles vidéos de Walt Disney à la télévision des années 80, où c'était lui qui lui-même décrivait ces mondes magiques. J'étais tellement obsédé par la conception d'un monde imaginatif qui était différent et intrinsèquement meilleur que celui dans lequel j'étais plongé. Je pense simplement, maintenant avec du recul, que j'avais beaucoup d'anxiété quand j'étais enfant, et je cherchais refuge dans ces mondes inventés. Je ne me sentais pas vraiment comme chez moi, j'avais l'impression de chercher ma maison. Et il y a cette excellente citation de Bob Dylan. Il a dit « Cela m'a pris beaucoup de temps pour trouver mon chemin de retour à la maison, et je pense que c'était le cas pour moi aussi. J'ai l'impression de n'avoir jamais trouvé mon chemin vers la maison jusqu'à ce que je sois entouré à l'école par d'autres créatifs. Mais avant cela, j'étais juste un peu en marge, et les choses étaient très difficiles et douloureuses. » Donc, pensais-je à tort que votre envie de créer un nouveau monde était aussi l'envie de former un foyer où vous pouviez pleinement vous intégrer? En concevant le monde, vous contrôlez le monde et l'obtenez. Je pense que je veux concevoir un monde dans lequel je pourrais vivre, dans lequel je pourrais m'adapter, car je ne pense probablement pas que je m'intègre tout à fait dans le monde dans lequel j'ai grandi. Absolument. C'est à 100% le cas. Vous avez mentionné dans vos interviews être un enfant hyperactif. Hyperactif, impulsif, ayant du mal à se concentrer. On ne m'a jamais officiellement diagnostiqué de TDAH. Peut-être que de nos jours, si j'étais encore en train de grandir, quelqu'un aurait pu le dire, mais je ne sais vraiment pas. J'avais une énergie intense. J'essayais toujours de faire les choses différemment. Je me souviens qu'à l'école, j'essayais de repenser le programme scolaire et d'autres choses assez intéressantes, voire un peu bizarres. J'étais un peu un performeur dans mon enfance. Je ne faisais pas de théâtre ou quoi que ce soit de semblable, mais je me consacrais beaucoup à l'expression orale et à l'écriture créative. Mais je me souviens clairement que j'étais toujours différent. Et malheureusement, être différent n'était pas bien perçu. En grandissant, je me suis rendu compte que c'était peut-être la chose la plus importante. Je pense que l'essentiel, c'est que j'étais différent. J'étais différent à presque tous les égards. Et la différence n'était pas une bonne chose. Je me suis assise ici avec une thérapeute et elle m'a dit « Il y a deux choses à un niveau très humain. Ses clients sont des rois et des PDG au sommet du monde, des athlètes et des médaillés d'or. » Elle dit « Tous mes clients viennent à moi avec l'une des deux choses, et c'est généralement les deux. Soit ils ne croient pas qu'ils sont assez bons, soit ils se sentent différents. Et ces deux choses hantent vraiment les gens dans le monde. Nous sommes des animaux de tribu, comme vous le savez. J'ai regardé la vidéo de l'IPO d'Airbnb, et cette idée de la connexion ressort vraiment fortement. Nous voulons appartenir, nous voulons être dans nos tribus. Se sentir différent signifie que je n'appartiens pas à la tribu.
Se sentir pas assez bon signifie que je n'ai pas de valeur pour la tribu à 100%. Et je penserais que les deux ont été identifiés. J'ai l'impression que c'était toute ma vie. Beaucoup de gens se sont tournés vers l'addiction, et si j'en ai choisi une, c'était le travail. Et heureusement, mon addiction était très productive et donc personne ne l'a jamais qualifiée ainsi. Personne ne dit que quelqu'un travaille jour et nuit, surtout s'il fait quelque chose de créatif. Si vous êtes un entrepreneur excessif. Et cela m'a surtout rendu heureux. Mais le défi, c'est que si vous faites quelque chose, en espérant devenir quelque chose, pour vous sentir d'une certaine manière parce que les gens vont vous traiter d'une certaine manière. Il s'est avéré que ce que je voulais, c'était de l'amour et ce que j'attirais réellement, c'était de l'adulation. Et donc le problème est que nous cherchons à obtenir de l'amour conditionnel. Nous faisons quelque chose de grand, nous nous faisons remarquer et les gens nous témoignent de l'amour et de l'admiration. Mais ce n'est probablement ni de l'amour ni de l'admiration, c'est probablement de l'adulation. Et l'adulation, je pense, est comme une tasse avec un trou au fond. Et le problème, c'est que vous remplissez la tasse, mais qu'ensuite quelque chose fuit par le fond et donc elle se vide peu à peu. Vous devez continuer à la remplir, encore et encore. Et le problème, c'est que comme pour toute chose, vous ne pouvez pas juste continuer à faire les mêmes exploits. Vous devez accomplir des exploits encore plus grands pour retrouver le sentiment que vous aviez avant. Je pense que c'est incroyablement typique des personnes comme les entrepreneurs en technologie que je connais. Beaucoup d'entre eux ont contesté l'autorité, ne rentrèrent pas dans le moule, voulaient être aimés et étaient vraiment doués pour quelque chose. Et cela n'enlève rien à tout ça, mais il suffit de savoir d'où cela vient. Maintenant que je sais d'où cela vient, j'ai pu avoir une relation beaucoup plus saine avec ça. J'aime toujours ce que je fais, mais maintenant c'est vraiment intéressant. Mes motivations sont devenues plus internes, plus intrinsèques. Au lieu de vouloir être super réussi pour me sentir d'une certaine façon, une partie de moi dit « Eh bien, si je ne me suis pas senti comme ça, je ne le ressentirai probablement jamais. Et aucun montant supplémentaire de statut ou d'argent ou quoi que ce soit ne va me faire sentir mieux. » Parce que ce montant n'a effectivement pas changé ce que je ressens. Il s'avère que quand vous montez à bord d'une fusée, au début le succès et le statut et tout le reste vous rendent probablement plus heureux parce que c'est nouveau, c'est un dépaysement et à un moment donné, vous vous y adaptez. Et le moment de l'adaptation est probablement le moment où vous revenez à la façon dont vous vous sentiez avant tout ça. Vous n'êtes pas plus mal, mais vous n'êtes probablement pas mieux non plus. La vie est bien plus qu'une simple ascension d'une échelle et la réalisation que vous n'êtes pas beaucoup plus haut que vous ne l'étiez avant, que le monde est ce que vous aviez tout à l'intérieur de vous pour être heureux avant que le voyage ne commence. Et probablement ce dont vous aviez le plus besoin, c'est un but. Vous avez cette santé et ces relations et je pense que beaucoup de gens tiennent cette dernière pour acquise. Ces relations et c'est probablement là mon parcours. Le coût de votre addiction au travail avec le recul. Vous pouvez peut-être pointer du doigt le prix et dire « C'est quelque chose que j'ai sacrifié au détriment du bonheur à cause de cette addiction à mon travail. » Quelles sont ces choses? Permettez-moi de dire d'abord que cela en valait principalement la peine. Et donc, je veux être clair à ce sujet, je n'aurais pas procédé de manière dramatique. Permettez-moi de dire que le parcours d'Airbnb, de pouvoir construire Airbnb a été incroyable. C'est la plus grande joie de ma vie. Et si les gens pouvaient vivre ce que j'ai vécu, je leur dirais que ce serait le voyage le plus incroyable d'une vie. Et je ne voudrais pas beaucoup changer car cela a été formidable. Mais si quelqu'un écoute et qu'il s'apprête à partir pour ce voyage, j'aimerais le prévenir de certaines choses que personne ne m'a dites quand j'ai commencé. Ce voyage est deux choses. La première chose est à quel point il serait solitaire. Et ce n'est pas nécessaire, mais c'est presque par défaut. Vous voyez, quand j'ai commencé Airbnb, j'ai commencé avec mes amis, pour mes amis, puis nous avons embauché des gens. Et ces personnes, il y avait des employés, mais ils étaient aussi une sorte d'amis. Et cette notion que j'étais le patron, il y avait le déséquilibre du pouvoir. Eh bien, nous étions tous comme fauchés travaillant dans un appartement de 3 chambres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que je suis PDG? C'est juste un titre. Et donc je me sentais vraiment connecté. Nous n'étions pas une famille, mais nous étions plus une famille qu'une entreprise, si c'était l'un ou l'autre. Et puis, à mesure que nous avons réussi, c'est devenu une corporation. Il y avait une chaîne de commandement, il y avait plus de limites. Vous avez commencé à embaucher des personnes qui avaient des familles, et les personnes avec des familles ne sortent pas avec vous les soirs et week-ends. Et alors ça devient plus formel. Et c'est le moment où vos employés deviennent vos employés, et moins vos amis. Et cela devient de plus en plus isolante. Et puis les gens commencent à vous regarder un peu différemment.
et ça fait vraiment du bien. Mais vous pouvez juste vous retrouver à travailler de plus en plus pour être à la hauteur de la responsabilité et vous avez l'impression de ne jamais assez travailler et vous travaillez 60 heures par semaine, puis 80 heures par semaine et 100 heures par semaine et vous vous sentez coupable à chaque instant où vous êtes en vie et que vous ne travaillez pas. Encore une fois, je suis un grand partisan de verser votre vie dans quelque chose, mais je pense que ce que je pensais, c'était que chaque heure supplémentaire me rendrait plus productif. Mais il s'avère que nous devons nous éloigner du travail. Nous devons être heureux. Nous devons avoir des relations saines pour probablement prendre de bonnes décisions. Les leaders solitaires ne sont probablement pas les meilleurs leaders, et lorsque vous êtes solitaire, vous êtes probablement moins empathique. Votre sens de la vigilance est élevé. Vous ne voyez pas nécessairement les problèmes très clairement. Vous n'avez pas de personne avec qui rebondir les idées. Lorsqu'il y a un défi, vous pouvez avoir l'impression d'être seul. Vous n'avez pas autant de résilience. Et donc, je me souviens être passé d'être extrêmement heureux à me sentir incroyablement isolé, n'ayant pas été préparé. Maintenant, j'étais prêt pour tous les défis commerciaux. On m'a dit à quoi ressemblait le fait de gérer une équipe, d'embaucher des cadres, mais nous n'étions pas vraiment bien préparés pour le voyage psychologique et émotionnel que nous allions entreprendre. Cela s'est avéré être un voyage incroyablement intense. Donc, c'était la première chose que je ne savais pas, personne ne m'a prévenu et que j'ai appris maintenant, c'est à propos du voyage solitaire que cela peut être. Et je dirais juste aux gens, cela n'a pas à être solitaire. Restez en contact avec vos amis, rencontrez d'autres entrepreneurs. Vous devez presque vous battre contre le monde au fur et à mesure. Ce voyage va vous isoler dans une bulle qui va vous détacher complètement de la réalité. Et si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez perdre le sens de vous-même et vous devez vous battre chaque jour comme une personne dans l'océan sans gilet de sauvetage, juste pour rester à flot. Et ce fait de rester à flot est de résister aux tentations de l'isolement afin de rester connecté. Et si vous êtes connecté, vous allez bien vous en sortir. Mais cela ne va pas arriver tout seul. La plupart des gens ne le font pas. Vous n'avez pas à penser à respirer. Vous respirez simplement. Vous devez penser à rester connecté. L'autre chose est que vous ne pouvez pas essayer d'être réussi en pensant que cela va résoudre quelque chose en vous d'être réussi, autre qu'un sentiment de but peut-être. Il s'avère que le fait d'avoir un but et de servir les autres et d'être concentré sur quelque chose est généralement bon pour vous. Au-delà de cela, aucune quantité de statut et de pouvoir ne va combler quelque chose en vous. Quoi qu'il y a en vous qui vous manque, vous devez probablement le combler par introspection, comme nous pourrions appeler ça la solitude, la connexion à soi, ou peut-être que beaucoup d'entre nous en grandissant étions un peu solitaires, et donc nous voulions être aimés, donc nous avons décidé de poursuivre ces choses pour que les gens soient connectés à nous. Mais en travaillant, nous sommes simplement plus solitaires et de plus en plus isolés. En fait, peut-être que la chose que nous devions faire tout le temps était de tendre la main et d'attirer les gens. Peut-être que c'était la chose qui nous manquait, et c'est probablement ce qui est arrivé avec moi. Si tu pouvais parler à Brian en octobre 2007, quand tu avais 26 ans, et que tu venais d'arriver à San Francisco, et que tu pouvais lui dire « Brian, écoute, voici quelque chose pratique que je vais faire. Voici comment je vais changer ton emploi du temps pour les 15 prochaines années. Je vais ajouter 1 heure supplémentaire de quelque chose à ton emploi du temps chaque semaine. Quelle serait cette heure supplémentaire ?» Il est absolument clair pour moi que je trouverai toujours du temps pour les personnes que j'aime profondément. Qui est-ce? Je commencerai par parler de ma propre famille, surtout ma sœur. Nous sommes maintenant très proches, mais pendant une grande partie de mon parcours enrichissant avec Airbnb, nous pouvions passer des semaines entières sans nous parler, sans raison particulière apparente. J'étais juste trop occupé. Il y a ce paradoxe que lorsque vous entamez un voyage aussi fou et intense que le mien, beaucoup de gens n'osent pas vous contacter de peur de vous déranger. Mais vous êtes tellement occupé à gérer les incessantes demandes de l'entreprise que, si personne ne vous contacte en premier lieu, vous ne faites que réagir en permanence. Donc, si vos amis ne vous contactent pas, vous ne les contactez pas non plus parce que vous ne faites que réagir à tout. Et ils se disent, ils sont tellement occupés, s'ils veulent me parler, ils prendront l'initiative de me contacter. Vous voyez comment, peu à peu, on finit par s'éloigner et s'éloigner encore plus. J'aurais dû rester en contact avec mes amis du lycée. J'ai encore des amis du lycée. Maintenant, je fais même un voyage annuel avec quelqu'un à qui je n'ai pas parlé pendant presque 20 ans après avoir été diplômé. Je n'ai pas réussi à garder le contact avec eux. C'est l'un de mes plus grands regrets de ma vie. J'avais des amis proches de l'université avec qui je vivais après RISD,
Mais chaque année, au fur et à mesure de mon parcours chez Airbnb, nous parlions de moins en moins, et je me sentais de plus en plus éloigné. La liste de ses amis est longue. En 2021, j'avais une relation étroite et très significative avec le président Obama, qui était devenu non seulement une sorte de mentor pour moi en matière de leadership et d'entreprise, mais aussi une épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer. Je me souviens d'une époque où j'étais célibataire, fraîchement sortant d'une relation difficile, et me sentant profondément seul. J'ai envisagé de me remettre rapidement en couple, mais Obama, dans sa sagesse, m'a fortement conseillé de me concentrer d'abord sur mes amitiés précieuses. À cette époque, j'avais beaucoup de gens présents dans ma vie, mais si j'appelais quelqu'un en premier, je devais prendre du temps pour le mettre à jour sur les récentes évolutions de ma vie. Si, par hasard, vous devez rattraper quelqu'un dans votre vie, alors vous n'êtes pas véritablement connecté. Les personnes à qui vous êtes sincèrement connectés sont déjà à jour. Je dirais que le fait que beaucoup d'entre nous sont seuls ou se sentent seuls est une pure illusion. Ou peut-être est-ce une illusion de croire que personne ne nous aime réellement. En fait, nous avons tous ces gens dans nos vies, mais nous ne leur parlons pas et ils ne nous parlent pas non plus. Et tout le monde attend simplement que quelqu'un prenne l'initiative. Il semble incroyablement fou parce que nous sommes juste à un message texte de toute notre vie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait vraiment? On ouvre rapidement le téléphone. Et au lieu d'envoyer simplement des textes ou de FaceTimer activement les gens ou même de les voir, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les réseaux sociaux. Ouvrir les réseaux sociaux, c'est comme aller à un dîner. Sauf que vous ne rentrez pas, vous regardez simplement par la fenêtre. Et c'est très bien si c'est une étape pour rencontrer des gens, mais si vous ne faites que regarder constamment par la fenêtre et que c'est votre seule vie sociale, alors vous allez vous sentir vraiment triste. Alors frappez délicatement à la porte et entrez, commencez à parler aux gens. Commencez à sortir activement. C'est exactement ce que j'aurais dû faire. Je n'aurais pas dû m'isoler totalement. J'aurais dû rester en contact avec ma famille, mes amis proches. Et vraiment, la seule autre chose que je dirais, c'est que je suis maintenant ami avec un tas d'autres entrepreneurs, y compris vous qui avez dit que vous aviez Daniel Luc sur le spectacle. Et je le considère comme un ami et je passe du temps avec lui et d'autres. Donc, en d'autres termes, je garderai mes anciens amis et je serai ami avec des gens. Ma situation. Ainsi, Daniel Ek ne connaît pas le Brian avant Airbnb, donc peut-être ne connaît-il pas le vrai moi, mais il connaît un autre vrai moi que mes amis d'enfance ne peuvent pas connaître. Parce que mes amis du lycée et de l'université ne peuvent pas vraiment savoir ce que je vis. Et je peux leur en parler et ils peuvent faire preuve de compassion, mais ils ne peuvent pas vraiment comprendre de quoi je parle. Mais Daniel le peut. Et Daniel peut comprendre ce que c'est quand un dirigeant vous quitte et que tout semble s'effondrer et que vous vous sentez dépassé. Il y a toutes ces choses que je peux décrire. Nous avons une expérience partagée, donc je pense que ces deux groupes sont vraiment importants. Vos racines et vos amis du passé et vos amis de vos expériences partagées actuelles. Et il y a eu une période où je n'avais vraiment ni l'un ni l'autre. Comme vous le disiez, cela me rappelle une phrase que j'ai entendue il y a de nombreuses années dans un livre que j'ai lu qui disait que les choses faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Et comme vous en parlez, l'envoi du texte est si facile à faire. C'est aussi pourquoi il est si facile de ne pas le faire, parce que nous sommes toujours à un texto de distance, alors quel est le point de l'envoyer? Mais aussi, cela m'a rappelé pourquoi j'ai ce sablier sur l'étagère là-bas. Parce que c'est drôle, je crois avoir vécu une grande partie de ma vie en pensant que je pourrais vivre plus tard, comme si je pouvais reprendre la relation avec ma famille plus tard. Et puis c'est presque comme si nous vivions à travers le cadre que nous allons vivre pour toujours. Comme, quand vous regardez notre prise de décision, vous pensez « Merde, vous donnez genre 3 décennies de vos meilleures années à construire cette chose, et nous supposons que nous pouvons reprendre le reste plus tard et tout sera là. » Et c'est ce que j'ai appris. J'ai essayé de le reprendre plus tard, et il n'y avait rien là. Je pense profondément que la métaphore puissante du sablier, avec le sable qui s'écoule lentement chaque jour de votre précieuse vie, représente une fenêtre, et chaque jour cette fenêtre se rétrécit un peu plus, un peu plus, un peu plus. Je te dirai la différence avec le sablier, tu sais qu'il s'écoule. Mais ignora combien de temps reste. Oh, c'est un très bon point. Et c'est pourquoi vous devriez presque le couvrir, car avec le sablier, nous pouvons voir combien de sable il nous reste. Mais dans la vie, je pourrais vivre encore 6 minutes, tout comme vous, ou cela pourrait être 6 mois ou 60 ans. Oui, c'est une pensée profonde. Et vous avez raison, on ne vit pas vraiment nos vies en imaginant si nous avions un temps limité à vivre, comment vivrions-nous?
Un exercice que j'ai fait est d'imaginer à un jeune âge que je n'avais plus que 10 ans à vivre, parce que si je n'avais qu'un an à vivre, je pourrais changer de façon si dramatique que je pourrais ne pas faire quelque chose de viable. Je pourrais ne pas travailler et seulement passer du temps, et cela n'est pas viable. Mais je pense que nous menons toujours notre vie en pensant que nous avons de nombreuses décennies devant nous, et je pense que cela crée un sentiment de procrastination. Et si vous vous dites que vous avez cette décennie, que voulez-vous faire? Cela vous donne assez d'urgence, mais aussi suffisamment de temps pour établir une routine et construire quelque chose. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes que les gens peuvent faire. Deux pensées me viennent à l'esprit. La première pensée est que vous avez probablement entendu le dicton selon lequel les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire en un an et à sous-estimer ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. 10 ans, c'est une période de temps incroyablement longue. D'une certaine manière, si vous êtes discipliné et concentré, une petite idée, un petit rêve, un petit objectif peut vous permettre de construire quelque chose de grand. Cela fait seulement 15 ans que je fais de l'Airbnb, donc si vous pensez à ce que représente 10 ans, vous ne m'auriez pas embauché comme stagiaire il y a 15 ans. L'autre chose à propos de 10 ans, c'est de penser aux expériences de vie extraordinaires que vous pouvez avoir avec d'autres gens. Et je pense que la vie est faite d'expériences, mais les meilleures expériences sont celles que vous partagez avec d'autres. Ainsi, sur Airbnb, 80% de nos voyages se font avec d'autres voyageurs, comme 80% des gens voyagent avec d'autres gens. Et quand je repense à mes souvenirs d'enfance, je prenais le bus d'école, le même bus, environ 180 jours ou plus par an, pendant plus de 10 ans, des milliers de jours, et tous ces souvenirs se mélangent. Je ne les garde pas vraiment en mémoire, mais je me rappelle pratiquement de toutes les vacances que j'ai prises. Je me souviens de la première fois où je suis allé dans cette ville, la première fois où je suis allé dans cette autre ville, et ces souvenirs sont gravés dans ma mémoire. Et je pense que quand je regarderai en arrière sur ma vie, je me souviendrai de toutes les expériences que j'ai vécues, de tous les endroits que j'ai visités, des amitiés et des personnes que j'ai aimées et qui m'ont aimé, et dans ce que j'ai versé mon cœur et mon âme. Et je pense que c'est une façon importante dont j'ai pensé à ma vie, et j'ai pris du temps pour certaines d'entre elles. Mais je pense que la pression d'être erré aussi m'a rendu tellement concentré sur l'escalade d'une montagne, que peut-être je ne me suis pas assez concentré sur qui j'escaladais avec et qui m'accompagnait en cours de route. Bronnie Ware a interviewé des patients en soins palliatifs lors de leurs derniers jours sur Terre. Elle a donc interrogé des gens sur leur lit de mort et leur a demandé quel était leur plus grand regret. Hypothétiquement, si vous aviez 6 minutes à vivre et que je vous interrogeais pour savoir quel pourrait être votre plus grand regret, maintenant que vous avez 6 minutes à vivre, que me diriez-vous? Je pense que mon plus grand regret serait le temps que je n'ai pas passé avec les personnes que j'aime vraiment. Peut-être que je ne leur ai pas assez montré ce que je ressentais pour eux. Et puis, j'ai 42 ans. J'ai créé de nombreuses grandes choses. Cependant, la seule chose que je n'ai pas créée et que j'ai toujours voulu, c'est probablement une famille. Je ne pourrais pas vraiment expliquer de façon rationnelle pourquoi. Mais c'est comme si nous, les êtres humains, beaucoup de gens, ressentent le besoin profond de créer une famille, peut-être pour avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose de significatif et de pouvoir laisser quelque chose derrière eux. J'aurais laissé une entreprise derrière moi, mais peut-être pourrais-je laisser plus que cela. Ce seraient donc les choses que je regretterais certainement. Mais surtout, j'aimerais aussi dire que d'autre façon, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies et je serais rempli d'amour et de gratitude pour ce que j'ai pu vivre, parce que je n'aurais jamais pensé que je pourrais vivre ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Le nombre de personnes que je rencontre, le travail que je réalise. Je vais venir travailler tous les jours, pour côtoyer certaines des personnes les plus créatives du monde. La plupart des gens ne peuvent pas choisir les personnes qui les entourent, mais en tant que PDG, vous pouvez choisir les personnes qui vous entourent. C'est vraiment spécial. Et j'ai pu choisir certains des gens les plus créatifs, gentils, compatissants et passionnément motivés du monde, et réaliser des choses dont je suis très fier. Des choses qui ont affecté la vie de millions de personnes. Mais je pense que nous regrettons les choses que nous n'avons pas faites, pas les choses que nous avons faites. Et je pense que nous tendons à regretter le temps que nous n'avons pas passé avec les gens, ceux que nous aimions et à qui nous n'avons pas dit, ou ceux que nous aurions pu rencontrer. Et ce sacrifice n'est-il pas impliqué dans le voyage de chacun, surtout lorsqu'il s'agit d'un grand voyage? Et vous parliez d'avoir, je pense, 25 ans lorsque Walt Disney vous a inspiré. Ouais.
Neil Gabriel, j'ai lu ce livre 2 fois. Oui, j'ai lu ce livre 2 fois. D'accord. Donc ce livre a eu un grand effet sur moi et il y a 2 chapitres qui m'ont vraiment touché. Alors voici le livre de Néo Gabler. C'est la biographie définitive. Et elle est assez extensive. Elle fait plus de 600 pages. Vous pouvez le voir. La biographie de Walt Disney. Oui, la biographie sur l'homme, Walt Disney. Et il y a 2 entrepreneurs que j'ai toujours admirés plus que tous les autres, et ce sont Walt Disney et Steve Jobs, en partie parce qu'ils ont créé des entreprises qui ont survécu après eux. Mais plus important encore, c'était des personnes créatives qui dirigeaient essentiellement des entreprises technologiques. Je veux dire, Apple était clairement une entreprise technologique. Disney était à une époque un véritable prodige de la technologie. Le premier chapitre qui m'a vraiment marqué était ce chapitre. Je pense que c'est Go GT. Il décrit la période où il déménage de Kansas City à Los Angeles, dans la vingtaine. Il convainc son frère, Roy Disney, qui a, je pense, une maladie terrible. Et il ne pense même pas qu'il va vivre. Et Walt lui dit « Viens en Californie, c'est bon pour toi. » Et Roy, ils étaient littéralement des frères. Et j'ai toujours pensé à Joe, mon cofondateur, comme à des frères, comme si nous étions des frères sans lien de sang. Mais quand vous êtes cofondateur, vous êtes presque comme des frères. Et son arrivée à LA, dans les années 20, a été pour moi comme mon arrivée à San Francisco en 2007. Les rouages du monde semblaient tourner là-bas d'une manière vraiment importante. Alors j'ai lu ce livre juste avant de créer Airbnb. Je vis à Los Angeles. Je lis cette biographie et je me dis, je n'ai pas à travailler pour quelqu'un comme Walt Disney. Je peux essayer de devenir quelque chose comme ça. Même si je n'atteins pas ce niveau de succès, ce n'est pas grave. Je peux faire quelque chose de beaucoup plus petit, mais je peux faire quelque chose comme ça. Et puis il y avait un autre chapitre, 4 ans après Airbnb, appelé Folie. Folie. Folie est le titre du chapitre sur Blanche-Neige. Et ils l'ont appelé Folie parce qu'ils l'ont nommé Disney's Folly. Et la raison pour laquelle ils l'ont appelé Disney's Folly est parce qu'il a misé toute l'entreprise sur ce film d'animation de longue durée. Et tout le monde pensait que c'était terrible. L'entreprise va fermer. Et je pensais que je lisais ce chapitre. Et c'est là qu'une idée m'est venue. Il a pratiquement inventé le storyboard pour ce film, car le film était très long et personne n'avait fait un film d'animation de longue durée. Ils ont dû faire un storyboard des scènes. Et je me souviens avoir pensé, une fois que j'ai lu ce chapitre, je me suis dit, et si nous créions un storyboard des vacances parfaites sur Airbnb, du moment où vous réservez jusqu'au moment où vous vous enregistrez, et si nous concevions littéralement l'expérience de bout en bout? On pourrait appeler ça le design de service. Et cela est devenu un guide éclairant pour la conception de notre service. Nous n'avons pas seulement conçu l'écran, les applications, les emails, nous avons conçu l'expérience de bout en bout. Un peu comme lorsque j'étais à l'école de design industriel et que nous concevions un ventilateur ou un autre produit et que vous essayiez de vous mettre à la place de l'utilisateur. Alors ce livre est devenu très influent pour moi. Et peut-être la dernière chose que je dirais, c'est que quelqu'un a dit un jour que les chiffres sont le langage des affaires. Et je me souviens avoir pensé, non, la langue est le langage des affaires. Les chiffres ne sont que le seul moyen que nous avons de les mesurer. Mais avez-vous remarqué qu'il y a 500 entreprises dans le Fortune 500? Combien d'entre eux sont des gens créatifs? Je ne sais pas combien, mais je pourrais être l'un des seuls qui a été à l'école de design. Ils ont des conseils d'administration. Disons qu'il y a 10 personnes par conseil. Donc, il y a environ 5000 membres de conseil d'administration. Combien d'entre eux sont des personas creatives ou des designers ou des personas des humanities? Pas beaucoup. Combien de PDG ont des gens créatifs qui leur rendent compte? Pas beaucoup. Et donc nous avons maintenant ce monde où beaucoup de gens sont mécontents de la façon dont les choses se passent. On nous donne souvent 2 mauvaises options. Nous avons tendance à nous battre à somme nulle alors que nous pourrions imaginer quelque chose de mieux. Mais nous n'avons pas beaucoup de gens en position de pouvoir qui peuvent faire des bons créatifs de l'imagination et vraiment comprendre comment concevoir quelque chose de mieux que ce dans quoi nous sommes actuellement. Et je pense que la créativité est en train d'être systématiquement écrasée par l'Amérique des affaires. Pablo Picasso a dit « Il m'a fallu 4 ans pour apprendre à peindre comme Raphaël, mais toute une vie pour apprendre à peindre comme un enfant. » Je pense que cette curiosité d'enfant est quelque chose que les gens créatifs sont généralement, je pense, capables de conserver. Et je pense que cela se perd un peu. Et ce que j'aimais chez Walt Disney, et j'aimais aussi chez Steve Jobs, c'était le sentiment qu'ils étaient vraiment des gens créatifs, qui avaient des entreprises vraiment créatives. Ils les ont responsabilisés et ils avaient de l'intuition. Ils ne se contentaient pas de peindre l'entreprise à coups de chiffres.
Et c'est le genre d'entreprise que j'ai toujours essayé de faire. J'ai toujours rêvé de créer l'un des endroits les plus créatifs de la Terre, comme Disney ou Apple. Nous n'y arriverons peut-être pas, mais au moins nous aurons l'idéal. Je veux parler de ce moment où la créativité a prévalu sur ce qu'un directeur financier ou les chiffres pourraient dire, mais en revenant à cela, vous avez mentionné quelque chose d'autre, qui fait allusion à cette idée de créer pour soi-même, comme étant la voie à suivre pour créer pour les autres. Et j'ai remarqué que c'est en fait une des grandes choses. En tant qu'entrepreneur, j'ai retenu de l'histoire d'Airbnb que vous n'avez pas à vous asseoir et à réfléchir à ce que veulent 1 million de personnes dans un produit. Vous devez juste résoudre un problème pour vous et votre meilleur ami, et vous pouvez construire une entreprise incroyable à partir de cela. Et c'est vraiment comme la genèse d'Airbnb si vous remontez jusqu'au début. Et cela concerne presque toutes les entreprises dans le monde, d'ailleurs. Presque toutes les entreprises dans le monde. Peut-être que les grandes entreprises ne sont pas ce que les gens pensent. Les gens oublient cela. Prenez n'importe quelle grande entreprise dans le monde. Rien de grand n'a commencé grand. Elles ont toujours commencé petit. Cela a commencé avec quelques personnes, une ou quelques personnes. Et bien souvent, ils fabriquaient quelque chose qui ressemblait à un jouet. Ça avait l'air d'un hobby. Je me souviens qu'un de mes premiers investisseurs a dit « Brian, ne t'inquiète pas que les gens veulent ton idée parce que si elle est bonne, tout le monde la rejettera. » Tous le rejetteront. Tout le monde l'écartera. Il s'avère que beaucoup d'idées révolutionnaires ne paraissent pas révolutionnaires à l'époque. Elles semblent folles, ou elles semblent non sérieuses, ou elles semblent être des passe-temps. Elles semblent quelque chose de petit. Airbnb. Nous n'avons pas créé un moyen pour des millions de gens de séjourner dans des maisons. Airbnb a commencé un week-end. C'était en octobre 2007. Une conférence de design arrive à San Francisco. Tous les hôtels sont complets. Et nous avons eu cette idée. Nous avons dit, et si nous transformions simplement notre maison en chambre d'hôte pour une conférence de design? Nous pourrions gagner assez de loyer. Je crois avoir ce courriel. Oh, ouais, tu as l'email que Joe m'a envoyé? Ouais, tu as l'email que Joe m'a envoyé. J'ai pensé à une façon de gagner un peu d'argent en transformant notre logement en bed and breakfast pour designers. Nous proposions aux jeunes designers qui viennent en ville un endroit pour se loger pendant le week-end de 4 jours. C'était le 22 septembre 2007. Nous pensions simplement créer un bed and breakfast pour la conférence. Malheureusement, nous n'avions pas de lit, mais Joe avait des lits gonflables. Nous avons sorti les lits gonflables du placard et nous l'avons appelé airbedandbreakfast.com. Maintenant, je peux vous assurer que nous n'avons pas pensé que Airbed and Breakfast deviendrait une entreprise où 3 millions de personnes par nuit utiliseraient pour dormir. Nous ne pensions pas que je ferais des podcasts et que je serais une entreprise publique géant. Nous pensions que c'était un moyen pour 3 personnes, un week-end, de rester dans notre appartement, de dormir sur des lits gonflables, de nous payer une somme d'argent, nous aurions une aventure cool de week-end, nous continuerions notre vie. Et le comique, c'est que nous pensions que cela paierait le loyer pendant que Joe, Nate et moi, ou Joe et moi à cette époque, réfléchissions à la grande idée. Nous parlions tout le temps de la grande idée. Et Airbed and Breakfast n'était juste qu'un moyen de résoudre notre propre problème, de payer le loyer avant d'avoir eu la grande idée. Mais quand j'ai rejoint Y Combinator, une start-up très connue, une sorte d'incubateur, le fondateur, Paul Graham, avait l'habitude de dire « et c'est le conseil le plus important que j'ai jamais reçu, et c'est ce que vous disiez, et c'est contre-intuitif ». Il a dit « il est préférable d'avoir 100 personnes qui vous aiment plutôt qu'1 million de personnes qui vous aiment un peu. Si vous avez 100 personnes qui vous aiment quand elles aiment quelque chose, elles le diront à tout le monde qu'elles connaissent. » Je me souviens avoir parlé à quelqu'un, elle adorait Airbnb. Je lui demande « combien de personnes avez-vous parlé d'Airbnb ?» Elle répond « j'en ai probablement parlé à 10 ou 20. » Et leurs amis qui se trouvaient à côté d'eux disent « non, elle en a parlé à 1 ou 200 personnes. » Et j'ai commencé à réaliser que les gens qui aiment quelque chose deviennent votre département marketing. Et ils en parleront à d'autres personnes, et s'ils en parlent à d'autres personnes, la notoriété s'accroît, c'est ce que nous appelons le bouche à oreille. Alors, comment faire pour que quelqu'un aime quelque chose? Je ne sais pas comment faire en sorte qu'1 million de personnes aiment quelque chose en même temps quand vous commencez de rien, mais je sais comment vous pouvez faire en sorte qu'1 ou 2 personnes aiment quelque chose. Vous pouvez les rencontrer, vous pouvez comprendre leurs besoins, et vous pouvez concevoir quelque chose de parfaitement sur mesure, juste pour eux, et vous pouvez littéralement les recruter une personne à la fois. Si vous avez une idée d'entreprise, vous n'avez pas besoin d'arriver à 1 million avant d'arriver à 1 million, vous devez arriver à 100 000. Avant d'arriver à 100 000, vous arrivez à 10 000, et avant 10 000, vous arrivez à 1000. Avant 10 000, vous arrivez à 100. Donc il suffit de faire et tous les chemins mènent à 100. Ne vous concentrez pas sur le sommet de la montagne, concentrez-vous sur le premier pas. N'essayez pas d'atteindre le million, concentrez-vous juste sur 100. Et comme vous faites cela, vous réduisez le problème à quelque chose de petit et de gérable parce qu'1 million doit construire des systèmes et vous commencez à développer des complexités avec lesquelles vous ne pouvez pas gérer. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'arriver à 100. Une fois que vous arrivez à 100, vous arrivez maintenant à 1000. Et pendant que vous faites cela, vous continuez d'augmenter l'ordre de grandeur. Et ce travail change.
Mais les gens se paralysent parce qu'ils pensent qu'ils doivent créer quelque chose de grand. Et ils disent « Apple n'était pas comme ça » ou « Google n'était pas comme ça ». Eh bien, en fait, Apple a commencé à vendre ses boîtes bleues dans le coffre d'une voiture. Google était ce projet de recherche. Ils allèrent le vendre pour quelques millions de dollars et ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils avaient. Ces choses commencent toutes comme des jouets sans prétention qui semblent bricolés et qui ne sont destinés qu'à vous et à vos amis. C'est presque toujours ainsi que tout commence. Et cette question-là sur la créativité surpassant la rationalité du point de vue de l'entreprise américaine. L'histoire d'Airbnb est truffée de moments où vous avez choisi la créativité et l'expérience client plutôt que la scalabilité et les profits. Mais cela l'emporte sur une longue période de temps dans une histoire. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Je pense que c'est dans notre âme d'être créatif. Je pense que la plupart des entrepreneurs sont créatifs. C'est drôle, presque chaque entreprise est conçue intuitivement. Parfois, les gens ont un plan d'affaires et ont des informations statistiques et des données. Mais la plupart du temps, lorsqu'ils créent une entreprise, ils n'ont aucune donnée. Comme ils n'ont pas de clients, ils n'ont probablement pas de données. Alors tout commence avec l'intuition, avec des idées et des compréhensions. Le problème, c'est qu'en devenant plus réussi, tu accumules plus de données, et en accumulant plus de données, tu deviens plus dépendant de ces données, et ainsi tu deviens plus dérivatif, plus itératif. Les données sont bonnes. Elles sont ce qu'on pourrait appeler nécessaires, mais pas suffisantes. Mais pourquoi abandonner quelque chose qui a fait ton succès? Si tu suis ton intuition, ton cœur, tes idées, pourquoi arrêterais-tu de les avoir? Plus tu grandis, tu ne dois pas simplement créer une entreprise. Tu dois continuer à la refonder, à la reconstruire, continuer à avoir de nouvelles idées. Et je pense que la différence entre Airbnb et beaucoup d'autres grandes sociétés multinationales, c'est que tu penses à une entreprise comme à un corps. La plupart des entreprises, c'est comme si elles étaient coupées à la tête, déconnectées de leur cœur et concentrées sur le côté le plus analytique de leur cerveau. Je pense que ce dont la plupart des entreprises ont besoin, c'est de plus de créativité et peut-être un peu plus de cœur et d'âme. La plupart des employés d'entreprise sont des gens bien intentionnés et aimants. Ils ne se comportent simplement pas ainsi. Comme les départements des ressources humaines et juridiques sont majoritairement composés de bonnes personnes. Mais ces départements parfois fonctionnent où les groupes se réfèrent excessivement à ces groupes. Ils sont très frileux au risque. Ils arrondissent les angles. Ils cessent de prendre des risques sans se rendre compte que le plus grand risque est de ne pas changer dans un monde qui changera. Mais personne ne veut être celui qui change, qui prend un risque. L'organisation commence à se concentrer sur elle-même plutôt que sur la raison pour laquelle elle existe pour servir les autres. Alors toutes ces choses commencent à se produire et tu commences à nommer de plus en plus de personnes analytiques et assez vite, tu te réveilles avec un conseil d'administration composé uniquement de personnes analytiques qui ne valorisent que ce qui peut être mesuré. Et les seules choses que tu mesures sont mesurées à court terme. Donc la qualité de ton produit, la marque, le bonheur des gens, la vision, est-ce que tu te diriges dans la bonne direction? Es-tu sur le point d'être disrupté par la dernière technologie? Ces choses sont toutes difficiles à mesurer. Il y a un vieux proverbe d'un lauréat du prix Nobel nommé Linus Pauling. Il dit « Tout ce qui compte ne peut pas être compté. Tout ce qui peut être compté ne compte pas. » Donc nous avons tendance à avoir un biais vers les mesures financières à court terme. Cela ne signifie pas qu'elles sont peu importantes, mais si tu optimises uniquement pour elles, alors tu vas être en péril. Et c'est une sacrée bonne garantie que tu le seras dans le futur. Alors j'ai l'impression qu'il faut plus de cœur dans les affaires, plus de créativité dans les affaires, et non pas pour les gens créatifs, mais pour le bien des entreprises, pour le bien du monde dans lequel nous vivons. Ne voulons-nous pas vivre dans un monde plus intéressant et plus excitant? Nous devons apporter la créativité que les artistes et scientifiques rassemblent. Et c'est cette union des artistes, des scientifiques et des opérateurs qui, je pense, peut créer un monde bien meilleur que celui que nous avons actuellement. Nous avons toute la technologie dont nous avons besoin. Pour concevoir un monde meilleur, nous avons, croyez-le ou non, tout l'argent dont nous avons besoin. Nous pouvons dire que nous avons besoin de plus d'argent, mais nous pourrions en réalité être plus efficaces et plus productifs avec les ressources que nous avons. Cela va néanmoins nécessiter de la créativité. Tout ce que vous avez dit m'intéresse beaucoup car vous décrivez quelque chose que je ne vois que les fondateurs réussir à conserver, à savoir cette sorte de conviction et d'intuition de fondateur. Souvent, lorsque le fondateur est remplacé par un PDG, alors le directeur financier semble vraiment diriger l'entreprise, car ils n'ont pas cette intuition du premier jour sur ce que nous devrions faire et d'où nous venons. Aussi, je pense toujours que dans les entreprises, la tentation de s'écarter des principes est la plus forte au début, quand ils sont en difficulté, et lorsqu'ils sont au sommet, quand il y a tant d'options, tant de choses qu'ils pourraient faire. Pour revenir au début, toutefois, au tout début, j'ai vu cet email
qui je pense est vraiment important parce que peut-être que c'est la chose la plus importante, parce qu'il y aura des personnes qui commencent des entreprises maintenant qui reçoivent beaucoup d'emails comme celui-là. C'est du 1er août 2008, au fait. Permettez-moi donc de donner le contexte de cet email. Donc Johan et moi essayons de récolter de l'argent pour tout le monde qui essayait de récolter de l'argent. Je veux que vous sachiez qu'Airbnb essayait de récolter 150 000 $ avec une valorisation, je pense, de 1 500 000 $ après investissement. Je te donne ça maintenant. En effet, et voici l'une des nombreuses lettres de refus. Salut Brian, désolé pour la réponse tardive. Nous avons eu la chance de discuter en interne et malheureusement, nous ne pensons pas que cela convient à la société d'investissement de remplir l'espace vide. D'un point de vue investissement, l'opportunité de marché potentiel ne semblait pas assez grande pour un modèle requis. Maintenant, je veux que tu te mettes à cette perspective. Airbnb gère presque autant d'argent que le PIB entier de la Croatie aujourd'hui. 1 dollar sur environ 500 dépensés dans le monde, environ 1 dollar est dépensé sur Airbnb. C'est un marché assez vaste et notre entreprise est pratiquement la même idée que celle que nous avons proposée. Cette personne qui a dit que notre opportunité de marché n'était pas assez grande. Il y a probablement une myriade de leçons à tirer de cela, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un rappel que le monde ne se transforme pas simplement, ou du moins, il ne se transforme pas vers nos rêves, idéaux et ambitions qui nécessitent certains types de personnes. Nous pourrions les appeler des entrepreneurs, des inventeurs, toutes sortes de personnes dans différents domaines qui croient que le monde pourrait être un peu différent de celui dans lequel ils vivent, pour avoir l'audace de croire qu'ils peuvent le faire et qu'ils ont la capacité de convaincre d'autres personnes de se lancer dans cette aventure avec eux. Mais tout au long de ce voyage, tout va être différent. Tu vas te perdre, tu vas avoir froid, tu vas rencontrer des obstacles, des choses vont t'attaquer, tu vas tomber dans des fosses. Et la question est, quand les gens ont froid et qu'ils grelottent et qu'ils ne savent pas quoi faire, et que tu manques de ressources et de rations, peux-tu trouver ton chemin en haut de cette montagne? Sais-tu pourquoi tu y vas? Peux-tu inventer toutes ces différentes machines? Comme il y a un courant que tu ne peux pas comprendre, vous pouvez construire un pont pour traverser ce courant avec les ressources limitées que vous avez. Peux-tu recruter des gens en chemin? Et peux-tu battre le tambour? Et quand les gens sont fatigués et qu'ils disent « je veux dormir », tu dis « oui, nous allons nous reposer, mais nous devons encore faire 500 pas. Je sais que c'est juste de l'autre côté. Je pense que nous pouvons faire un peu mieux. » Et peux-tu pousser les gens hors de leur zone de confort? Pas assez pour te détester, mais assez pour se sentir comme un formateur. Tu es comme 3 répétitions de plus et tu ne veux pas le faire. Et à ce moment très précis, ils ne sont pas ton ami. Mais à la fin de l'entraînement, tu es comme « merci de m'avoir poussé si fort ». C'est ce genre de personne. Et peux-tu prendre des idées divergentes que personne n'a jamais vues auparavant et continuer à les reformuler? Pourrais-tu stocker ces idées dans ta tête, 1000 idées concurrentes et simplement les reformuler dans ton esprit? Il s'avère que c'est difficile, mais tu peux y arriver. La plupart des gens qui regardent cela ont les compétences pour être entrepreneurs. Tout le monde n'a pas les compétences ou le désir de diriger une grande entreprise. Je ne pense pas que tout le monde ait besoin de le faire. Mais beaucoup de gens ont les compétences pour faire quelque chose, pour commencer quelque chose. C'est ce dont tu as besoin pour monter la montagne. Et le problème est, imagine que nous sommes arrivés en haut de la montagne et que quelqu'un a été largué d'un hélicoptère n'ayant jamais escaladé la montagne. Et tu leur dis, d'accord, maintenant tu guides ce groupe jusqu'à la prochaine montagne. Peux-tu imaginer à quel point ce serait dur pour cette personne qui a été larguée du ciel? Ou peut-être qu'ils ont rejoint un tiers du chemin en haut de la montagne, mais ils n'étaient pas là au tout début. Tu vois, un fondateur apporte 3 choses qu'un gestionnaire professionnel n'a pas. La première chose qu'un fondateur a, c'est qu'il est le parent biologique. Donc tu peux aimer quelque chose, mais quand tu es le parent biologique de quelque chose, comme ça vient de toi, c'est toi. Il y a une passion profonde et de l'amour. La deuxième chose qu'un fondateur a, c'est qu'il a la permission, n'est-ce pas? Comme je ne peux pas dire à un autre enfant quoi faire, mais s'il était mon enfant, je pourrais probablement lui donner des directions, j'ai la permission. Et donc tu as la permission. Je pourrais changer de marque l'entreprise et un gestionnaire professionnel viendrait probablement dire « je ne peux pas faire ça, mais je sais comment nous l'avons nommé, je sais comment nous l'avons marqué, alors tu sais ce que tu peux changer. » Et la troisième chose qu'un fondateur apporte, c'est que tu l'as construit donc tu sais comment le reconstruire. Tu connais la température de congélation d'une entreprise. Tu sais à quelle température elles font. Tu sais à quoi cela ressemblait avant qu'il ne soit usiné, d'où il vient, les alliages, où ils ont été sourcés. Tu ne le gères pas seulement, tu le construis. Et le problème est que les gestionnaires professionnels n'ont généralement pas ces 3 choses, du moins pas en abondance comme les fondateurs. Mais le problème avec les fondateurs, c'est qu'il y en a 2. Le premier est que la plupart d'entre eux ne peuvent pas évoluer pour diriger une grande entreprise.
Et même s'ils le peuvent, le dernier problème est qu'ils ne vivent pas éternellement. Et les grandes entreprises veulent généralement vivre plus longtemps que les humains. Et donc, tu te retrouves avec l'inévitable défi qu'ont eu Disney et Steve Jobs, qui est la planification de la succession. Et en fait, tous les deux sont morts prématurément. Et peut-être que Steve s'est préparé plus que Walt, et c'est la dernière étape du voyage. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment spécial chez les fondateurs et les entreprises dirigées par leurs fondateurs. Et je pense que si tu veux que le monde change, nous avons besoin de plus d'entrepreneurs, nous avons besoin de plus de fondateurs. Si tu veux donner plus de pouvoir aux femmes, tu devrais faire de plus en plus de femmes des entrepreneurs. Si tu veux élever davantage d'économies à travers le monde, tu devrais élever des entrepreneurs dans ces économies. C'est l'un des meilleurs moyens de créer de la richesse, de changer. Vous perdez 80% de votre chiffre d'affaires en 8 semaines. Et je savais qu'il y avait des questions. Est-ce la fin d'Airbnb? Airbnb va-t-il exister? Brian Teskey, fondateur et PDG d'A. Entreprise valant 100 milliards. Airbnb est une entreprise réussie et disruptive au monde. Airbnb and Breakfast était simplement un moyen de payer le loyer avant notre grande idée. Nous ne pensions pas qu'Air and Breakfast attirerait 4 millions de personnes chaque nuit. Ne vous concentrez pas sur le sommet de la montagne. Concentrez-vous sur la première étape. Beaucoup d'idées révolutionnaires semblent folles à l'époque. Les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estimer ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. 10 ans est une période de temps profondément longue. Si vous êtes discipliné et concentré et que vous avez une petite idée, un petit rêve, vous pouvez construire quelque chose de vaste. Airbnb va entrer en bourse et puis le désastre frappe et l'urgence du coronavirus impose le confinement à la maison. Restez à la maison, vous perdez 80% de votre entreprise en 8 semaines. Et je savais qu'il y avait des questions. Est-ce la fin d'Airbnb? Airbnb existera-t-il encore? Nous avons dû prendre des décisions incroyablement difficiles. Alors j'écris cette lettre à toute l'entreprise. Voici ce que j'ai dit. C'est dur de lire. Ouais. Non, je suis émotif en lisant. C'est pourquoi... Brian, je suis fermement convaincu que notre monde extérieur peut fondamentalement changer, évoluer et avoir un aspect différent. Mais il semble souvent que notre monde intérieur soit beaucoup plus têtu, qui est ce que nous sommes au fond de nous. Et je crois aussi fermement que ce que nous sommes au fond de nous est souvent, de manière significative, façonné par nos premières expériences. Cela a été confirmé par de nombreux psychologues éminents avec qui j'ai discuté. Pour comprendre totalement ta façon de penser et qui tu es, je pense qu'il est préférable de comprendre d'abord cette première expérience majeure et comment elle a façonné le Brian intérieur qui reste, quels que soient les autres changements dramatiques dans ta vie. Eh bien oui, merci de m'avoir invité. Je viens d'un milieu assez banal, mais parallèlement au sport et à toutes les choses normales que les enfants ont, j'avais cet autre intérêt, et c'était la chose qui me définissait le plus, c'était que j'étais un artiste. Je dessinais sans cesse et j'avais ces blocs de papier et je remplissais des centaines et des centaines de pages, dessinant presque compulsivement, à la fois pour apprendre à imiter un environnement et à le reproduire dans la réalité. Et quand j'avais 10 ans, je pouvais probablement dessiner comme un adulte. Et à l'époque où j'étais au lycée, je pouvais probablement dessiner comme un artiste professionnel. J'aimais créer des mondes. Je voulais concevoir et m'échapper. Et à l'âge de 17 ans, j'ai décidé, je vais aller dans une école de design. Donc j'ai déjà saisi une centaine d'opportunités dans la vie. Et maintenant je me dis, d'accord, je vais faire ça. Je ne vais pas être comme un politicien, un médecin, un avocat, un astronaute. Je vais être un artiste ou un designer. Au milieu de la première année, on vous demande de choisir une spécialité. Quel genre d'artiste et de designer? Je suis comme, j'ai encore 17 ans et je dois vous dire quel type d'artiste et de designer. Un gars arrive et il présente un département appelé design industriel. Ça sonnait bien, le design industriel. Et je me demandais, qu'est-ce que le design industriel? Et je me souviens qu'il a dit quelque chose comme « Le design industriel est la conception de tout, d'une brosse à dents à un vaisseau spatial et tout ce qui se trouve entre les deux. Pour concevoir un objet physique, il faut comprendre les 3 dimensions. Vous ne pouvez pas simplement concevoir un objet. Vous devez comprendre comment fabriquer l'objet. Si vous êtes un graphiste, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir comment fabriquer quoi que ce soit. Je suppose que vous devez savoir comment l'imprimer, mais vous devez connaître la fabrication. De quel type de matériaux s'agit-il? Les matériaux sont-ils durables? Où le fabriquez-vous? Combien cela va-t-il coûter? Parce que combien cela va coûter a des implications sur comment vous le concevez. Combien cela va-t-il coûter?
Ça dépend de qui est le public. Comment allez-vous le commercialiser? Vous voyez, quand un architecte conçoit un bâtiment, personne ne reproche à l'architecte si l'immeuble de bureau n'est pas loué. Mais en design industriel, vous ne pouvez pas concevoir un produit, qu'il ne se vende pas, et vous dites que c'était un bon design. Je n'aurais jamais imaginé que cela m'aurait servi à diriger une entreprise de technologie. Il s'avère que le design industriel était l'une des meilleures formations pour diriger une entreprise de technologie, mais je n'avais aucune idée que j'allais faire cela. Je vais revenir sur cela parce qu'il y a quelques mots que vous avez utilisés en cours de route qui m'ont vraiment marqué. Le premier mot que vous avez dit lorsque vous parliez de vouloir concevoir votre propre monde est « j'essaie de concevoir un monde auquel je pourrais échapper ». Oui, l'utilisation du mot « évasion » est assez intentionnelle, mais c'est un mot très fort. De quoi essayez-vous d'échapper? C'est une excellente question. Je pense que, lorsque j'étais jeune, j'étais un enfant très sensible. Je réfléchissais beaucoup sur le monde qui m'entourait. Par ailleurs, je pense également que j'étais un enfant très idéaliste. Je m'imaginais souvent comment les choses pourraient être meilleures. Finalement, j'ai le sentiment que j'essayais continuellement d'échapper à ce que l'on pourrait décrire comme une réalité trop troublante pour moi. Les nombreux défis de l'enfance, je pense sincèrement que l'enfance est vraiment difficile pour beaucoup de gens. Et je pense que pour moi, surtout quand j'étais encore très jeune, petit, de petite taille, c'était particulièrement difficile. J'avais du mal à m'adapter à l'école. Je me souviens juste d'avoir eu un environnement d'apprentissage vraiment intense et exigeant. Je cherchais constamment un échappatoire à travers ces mondes imaginaires. Je rêvais de pouvoir créer quelque chose comme ça un jour. Et je me souviens quand j'étais enfant, je regardais ABC où ils étaient comme un Disney, mais en plus vieux. Ils avaient cette chose appelée le merveilleux monde de Disney, et je voyais ces vieilles vidéos de Walt Disney à la télévision des années 80, où c'était lui qui lui-même décrivait ces mondes magiques. J'étais tellement obsédé par la conception d'un monde imaginatif qui était différent et intrinsèquement meilleur que celui dans lequel j'étais plongé. Je pense simplement, maintenant avec du recul, que j'avais beaucoup d'anxiété quand j'étais enfant, et je cherchais refuge dans ces mondes inventés. Je ne me sentais pas vraiment comme chez moi. J'avais l'impression de chercher ma maison. Et il y a cette excellente citation de Bob Dylan. Il a dit « Cela m'a pris beaucoup de temps pour trouver mon chemin de retour à la maison. » Et je pense que c'était le cas pour moi aussi. J'ai l'impression de n'avoir jamais trouvé mon chemin vers la maison jusqu'à ce que je sois entouré à l'école par d'autres créatifs. Mais avant cela, j'étais juste un peu en marge, et les choses étaient très difficiles et douloureuses. Donc, pensais-je à tort que votre envie de créer un nouveau monde était aussi l'envie de former un foyer où vous pouviez pleinement vous intégrer? En concevant le monde, vous contrôlez le monde et l'obtenez. Je pense que je veux concevoir un monde dans lequel je pourrais vivre, dans lequel je pourrais m'adapter, car je ne pense probablement pas que je m'intègre tout à fait dans le monde dans lequel j'ai grandi. Absolument. C'est à 100% le cas. Vous avez mentionné dans vos interviews être un enfant hyperactif. Hyperactif, impulsif, ayant du mal à se concentrer. On ne m'a jamais officiellement diagnostiqué de TDAH. Peut-être que de nos jours, si j'étais encore en train de grandir, quelqu'un aurait pu le dire, mais je ne sais vraiment pas. J'avais une énergie intense. J'essayais toujours de faire les choses différemment. Je me souviens qu'à l'école, j'essayais de repenser le programme scolaire et d'autres choses assez intéressantes, voire un peu bizarres. J'étais un peu un performeur dans mon enfance. Je ne faisais pas de théâtre ou quoi que ce soit de semblable, mais je me consacrais beaucoup à l'expression orale et à l'écriture créative. Mais je me souviens clairement que j'étais toujours différent. Et malheureusement, être différent n'était pas bien perçu. En grandissant, je me suis rendu compte que c'était peut-être la chose la plus importante. Je pense que l'essentiel, c'est que j'étais différent. J'étais différent à presque tous les égards. Et la différence n'était pas une bonne chose. Je me suis assise ici avec une thérapeute et elle m'a dit « Il y a deux choses à un niveau très humain. Ses clients sont des rois et des PDG au sommet du monde, des athlètes et des médaillés d'or. » Elle dit « Tous mes clients viennent à moi avec l'une des deux choses, et c'est généralement les deux. Soit ils ne croient pas qu'ils sont assez bons, soit ils se sentent différents. Et ces deux choses hantent vraiment les gens dans le monde. Nous sommes des animaux de tribu, comme vous le savez. J'ai regardé la vidéo de l'IPO d'Airbnb, et cette idée de la connexion ressort vraiment fortement. Nous voulons appartenir, nous voulons être dans nos tribus. Se sentir différent signifie que je n'appartiens pas à la tribu. Se sentir pas assez bon signifie que je n'ai pas de valeur pour la tribu à 100%. Et je penserais que les deux ont été identifiés. J'ai l'impression que c'était toute ma vie.
Beaucoup de gens se sont tournés vers l'addiction, et si j'en ai choisi une, c'était le travail. Et heureusement, mon addiction était très productive et donc personne ne l'a jamais qualifiée ainsi. Personne ne dit que quelqu'un travaille jour et nuit, surtout s'il fait quelque chose de créatif. Si vous êtes un entrepreneur excessif. Et cela m'a surtout rendu heureux. Mais le défi, c'est que si vous faites quelque chose, en espérant devenir quelque chose, pour vous sentir d'une certaine manière parce que les gens vont vous traiter d'une certaine manière. Il s'est avéré que ce que je voulais, c'était de l'amour et ce que j'attirais réellement, c'était de l'adulation. Et donc le problème est que nous cherchons à obtenir de l'amour conditionnel. Nous faisons quelque chose de grand, nous nous faisons remarquer et les gens nous témoignent de l'amour et de l'admiration. Mais ce n'est probablement ni de l'amour ni de l'admiration, c'est probablement de l'adulation. Et l'adulation, je pense, est comme une tasse avec un trou au fond. Et le problème, c'est que vous remplissez la tasse, mais qu'ensuite quelque chose fuit par le fond et donc elle se vide peu à peu. Vous devez continuer à la remplir, encore et encore. Et le problème, c'est que comme pour toute chose, vous ne pouvez pas juste continuer à faire les mêmes exploits. Vous devez accomplir des exploits encore plus grands pour retrouver le sentiment que... vous aviez avant. Je pense que c'est incroyablement typique des personnes comme les entrepreneurs en technologie que je connais. Beaucoup d'entre eux ont contesté l'autorité, ne rentrèrent pas dans le moule, voulaient être aimés et étaient vraiment doués pour quelque chose. Et cela n'enlève rien à tout ça, mais il suffit de savoir d'où cela vient. Maintenant que je sais d'où cela vient, j'ai pu avoir une relation beaucoup plus saine avec ça. J'aime toujours ce que je fais, mais maintenant c'est vraiment intéressant. Mes motivations sont devenues plus internes, plus intrinsèques. Au lieu de vouloir être super réussi pour me sentir d'une certaine façon, une partie de moi dit « Eh bien, si je ne me suis pas senti comme ça, je ne le ressentirai probablement jamais. Et aucun montant supplémentaire de statut ou d'argent ou quoi que ce soit ne va me faire sentir mieux. » Parce que ce montant n'a effectivement pas changé ce que je ressens. Il s'avère que quand vous montez à bord d'une fusée, au début le succès et le statut et tout le reste vous rendent probablement plus heureux parce que c'est nouveau, c'est un dépaysement et à un moment donné, vous vous y adaptez. Et le moment de l'adaptation est probablement le moment où vous revenez à la façon dont vous vous sentiez avant tout ça. Vous n'êtes pas plus mal, mais vous n'êtes probablement pas mieux non plus. La vie est bien plus qu'une simple ascension d'une échelle et la réalisation que vous n'êtes pas beaucoup plus haut que vous ne l'étiez avant, que le monde est ce que vous aviez tout à l'intérieur de vous pour être heureux avant que le voyage ne commence. Et probablement ce dont vous aviez le plus besoin, c'est un but. Vous avez cette santé et ces relations et je pense que beaucoup de gens tiennent cette dernière pour acquise. Ces relations et c'est probablement là mon parcours. Le coût de votre addiction au travail avec le recul. Vous pouvez peut-être pointer du doigt le prix et dire « C'est quelque chose que j'ai sacrifié au détriment du bonheur à cause de cette addiction à mon travail. » Quelles sont ces choses? Permettez-moi de dire d'abord que cela en valait principalement la peine. Et donc, je veux être clair à ce sujet, je n'aurais pas procédé de manière dramatique. Permettez-moi de dire que le parcours d'Airbnb, de pouvoir construire Airbnb a été incroyable. C'est la plus grande joie de ma vie. Et si les gens pouvaient vivre ce que j'ai vécu, je leur dirais que ce serait le voyage le plus incroyable d'une vie. Et je ne voudrais pas beaucoup changer car cela a été formidable. Mais si quelqu'un écoute et qu'il s'apprête à partir pour ce voyage, j'aimerais le prévenir de certaines choses que personne ne m'a dites quand j'ai commencé. Ce voyage est deux choses. La première chose est à quel point il serait solitaire. Et ce n'est pas nécessaire, mais c'est presque par défaut. Vous voyez, quand j'ai commencé Airbnb, j'ai commencé avec mes amis, pour mes amis, puis nous avons embauché des gens.
Et ces personnes, il y avait des employés, mais ils étaient aussi une sorte d'amis. Et cette notion que j'étais le patron, il y avait le déséquilibre du pouvoir. Eh bien, nous étions tous comme fauchés travaillant dans un appartement de 3 chambres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que je suis PDG? C'est juste un titre. Et donc, je me sentais vraiment connecté. Nous n'étions pas une famille, mais nous étions plus une famille qu'une entreprise, si c'était l'un ou l'autre. Et puis, à mesure que nous avons réussi, c'est devenu une corporation. Il y avait une chaîne de commandement, il y avait plus de limites. Vous avez commencé à embaucher des personnes qui avaient des familles, et les personnes avec des familles ne sortent pas avec vous les soirs et week-ends. Et alors ça devient plus formel. Et c'est le moment où vos employés deviennent vos employés, et moins vos amis. Et cela devient de plus en plus isolante. Et puis les gens commencent à vous regarder un peu différemment. Et ça fait vraiment du bien. Mais vous pouvez juste vous retrouver à travailler de plus en plus pour être à la hauteur de la responsabilité, et vous avez l'impression de ne jamais assez travailler, et vous travaillez 60 heures par semaine, puis 80 heures par semaine, et 100 heures par semaine, et vous vous sentez coupable à chaque instant où vous êtes en vie et que vous ne travaillez pas. Encore une fois, je suis un grand partisan de verser votre vie dans quelque chose, mais je pense que ce que je pensais, c'était que chaque heure supplémentaire me rendrait plus productif. Mais il s'avère que nous devons nous éloigner du travail. Nous devons être heureux. Nous devons avoir des relations saines pour probablement prendre de bonnes décisions. Les leaders solitaires ne sont probablement pas les meilleurs leaders, et lorsque vous êtes solitaire, vous êtes probablement moins empathique. Votre sens de la vigilance est élevé. Vous ne voyez pas nécessairement les problèmes très clairement. Vous n'avez pas de personne avec qui rebondir les idées. Lorsqu'il y a un défi, vous pouvez avoir l'impression d'être seul. Vous n'avez pas autant de résilience. Et donc, je me souviens être passé d'être extrêmement heureux à me sentir incroyablement isolé, n'ayant pas été préparé. Maintenant, j'étais prêt pour tous les défis commerciaux. On m'a dit à quoi ressemblait le fait de gérer une équipe, d'embaucher des cadres, mais nous n'étions pas vraiment bien préparés pour le voyage psychologique et émotionnel que nous allions entreprendre. Cela s'est avéré être un voyage incroyablement intense. Donc, c'était la première chose que je ne savais pas, personne ne m'a prévenu et que j'ai appris maintenant, c'est à propos du voyage solitaire que cela peut être. Et je dirais juste aux gens, cela n'a pas à être solitaire. Restez en contact avec vos amis, rencontrez d'autres entrepreneurs. Vous devez presque vous battre contre le monde au fur et à mesure. Ce voyage va vous isoler dans une bulle qui va vous détacher complètement de la réalité. Et si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez perdre le sens de vous-même et vous devez vous battre chaque jour comme une personne dans l'océan sans gilet de sauvetage, juste pour rester à flot. Et ce fait de rester à flot est de résister aux tentations de l'isolement afin de rester connecté. Et si vous êtes connecté, vous allez bien vous en sortir. Mais cela ne va pas arriver tout seul. La plupart des gens ne le font pas. Vous n'avez pas à penser à respirer. Vous respirez simplement. Vous devez penser à rester connecté. L'autre chose est que vous ne pouvez pas essayer d'être réussi en pensant que cela va résoudre quelque chose en vous d'être réussi, autre qu'un sentiment de but peut-être. Il s'avère que le fait d'avoir un but et de servir les autres et d'être concentré sur quelque chose est généralement bon pour vous. Au-delà de cela, aucune quantité de statut et de pouvoir ne va combler quelque chose en vous. Quoi qu'il y a en vous qui vous manque, vous devez probablement le combler par introspection, comme nous pourrions appeler ça la solitude, la connexion à soi, ou peut-être que beaucoup d'entre nous en grandissant étions un peu solitaires, et donc nous voulions être aimés, donc nous avons décidé de poursuivre ces choses pour que les gens soient connectés à nous. Mais en travaillant, nous sommes simplement plus solitaires et de plus en plus isolés. En fait, peut-être que la chose que nous devions faire tout le temps était de tendre la main et d'attirer les gens. Peut-être que c'était la chose qui nous manquait, et c'est probablement ce qui est arrivé avec moi. Si tu pouvais parler à Brian en octobre 2007, quand tu avais 26 ans, et que tu venais d'arriver à San Francisco, et que tu pouvais lui dire « Brian, écoute, voici quelque chose pratique que je vais faire. Voici comment je vais changer ton emploi du temps pour les 15 prochaines années. Je vais ajouter 1 heure supplémentaire de quelque chose à ton emploi du temps chaque semaine. Quelle serait cette heure supplémentaire ?» Il est absolument clair pour moi que je trouverai toujours du temps pour les personnes que j'aime profondément. Qui est-ce? Je commencerai par parler de ma propre famille, surtout ma sœur. Nous sommes maintenant très proches, mais pendant une grande partie de mon parcours enrichissant avec Airbnb, nous pouvions passer des semaines entières sans nous parler, sans raison particulière apparente. J'étais juste trop occupé. Il y a ce paradoxe que lorsque vous entamez un voyage aussi fou et intense que le mien,
Beaucoup de gens n'osent pas vous contacter de peur de vous déranger. Mais vous êtes tellement occupé à gérer les incessantes demandes de l'entreprise que, si personne ne vous contacte en premier lieu, vous ne faites que réagir en permanence. Donc, si vos amis ne vous contactent pas, vous ne les contactez pas non plus parce que vous ne faites que réagir à tout. Et ils se disent, ils sont tellement occupés, s'ils veulent me parler, ils prendront l'initiative de me contacter. Vous voyez comment, peu à peu, on finit par s'éloigner et s'éloigner encore plus. J'aurais dû rester en contact avec mes amis du lycée. J'ai encore des amis du lycée. Maintenant, je fais même un voyage annuel avec quelqu'un à qui je n'ai pas parlé pendant presque 20 ans après avoir été diplômé. Je n'ai pas réussi à garder le contact avec eux. C'est l'un de mes plus grands regrets de ma vie. J'avais des amis proches de l'université avec qui je vivais après RISD, mais chaque année, au fur et à mesure de mon parcours chez Airbnb, nous parlions de moins en moins et je me sentais de plus en plus éloigné. La liste de ces amis est longue. En 2021, j'avais une relation étroite et très significative avec le président Obama, qui était devenu non seulement une sorte de mentor pour moi en matière de leadership et d'entreprise, mais aussi une épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer. Je me souviens d'une époque où j'étais célibataire, fraîchement sortant d'une relation difficile, et me sentant profondément seul. J'ai envisagé de me remettre rapidement en couple, mais Obama, dans sa sagesse, m'a fortement conseillé de me concentrer d'abord sur mes amitiés précieuses. À cette époque, j'avais beaucoup de gens présents dans ma vie, mais si j'appelais quelqu'un en premier, je devais prendre du temps pour le mettre à jour sur les récentes évolutions de ma vie. Si, par hasard, vous devez rattraper quelqu'un dans votre vie, alors vous n'êtes pas véritablement connecté. Les personnes à qui vous êtes sincèrement connectés sont déjà à jour. Je dirais que le fait que beaucoup d'entre nous sont seuls ou se sentent seuls est une pure illusion. Ou peut-être est-ce une illusion de croire que personne ne nous aime réellement. En fait, nous avons tous ces gens dans nos vies, mais nous ne leur parlons pas et ils ne nous parlent pas non plus. Et tout le monde attend simplement que quelqu'un prenne l'initiative. Il semble incroyablement fou parce que nous sommes juste à un message texte de toute notre vie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait vraiment? On ouvre rapidement le téléphone. Et au lieu d'envoyer simplement des textes ou de FaceTimer activement les gens ou même de les voir, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les réseaux sociaux. Ouvrir les réseaux sociaux, c'est comme aller à un dîner. Sauf que vous ne rentrez pas, vous regardez simplement par la fenêtre. Et c'est très bien si c'est une étape pour rencontrer des gens, mais si vous ne faites que regarder constamment par la fenêtre et que c'est votre seule vie sociale, alors vous allez vous sentir vraiment triste. Alors frappez délicatement à la porte et entrez, commencez à parler aux gens. Commencez à sortir activement. C'est exactement ce que j'aurais dû faire. Je n'aurais pas dû m'isoler totalement. J'aurais dû rester en contact avec ma famille, mes amis proches, et vraiment, la seule autre chose que je dirais, c'est que je suis maintenant ami avec un tas d'autres entrepreneurs, y compris vous qui avez dit que vous aviez Daniel Luc sur le spectacle. Et je le considère comme un ami et je passe du temps avec lui et d'autres. Donc, en d'autres termes, je garderai mes anciens amis et je serai ami avec des gens. Ma situation. Ainsi, Daniel Ek ne connaît pas le Brian avant Airbnb, donc peut-être ne connaît-il pas le vrai moi, mais il connaît un autre vrai moi que mes amis d'enfance ne peuvent pas connaître. Parce que mes amis du lycée et de l'université ne peuvent pas vraiment savoir ce que je vis. Et je peux leur en parler et ils peuvent faire preuve de compassion, mais ils ne peuvent pas vraiment comprendre de quoi je parle. Mais Daniel le peut. Et Daniel peut comprendre ce que c'est quand un dirigeant vous quitte et que tout semble s'effondrer et que vous vous sentez dépassé. Il y a toutes ces choses que je peux décrire. Nous avons une expérience partagée, donc je pense que ces deux groupes sont vraiment importants. Vos racines et vos amis du passé et vos amis de vos expériences partagées actuelles. Et il y a eu une période où je n'avais vraiment ni l'un ni l'autre. Comme vous le disiez, cela me rappelle une phrase que j'ai entendue il y a de nombreuses années dans un livre que j'ai lu qui disait que les choses faciles à faire sont aussi faciles à ne pas faire. Et comme vous en parlez, l'envoi du texte est si facile à faire. C'est aussi pourquoi il est si facile de ne pas le faire, parce que nous sommes toujours à un texto de distance, alors quel est le point de l'envoyer? Mais aussi, cela m'a rappelé pourquoi j'ai ce sablier sur l'étagère là-bas. Parce que c'est drôle, je crois avoir vécu une grande partie de ma vie en pensant que je pourrais vivre plus tard, comme si je pouvais reprendre la relation avec ma famille plus tard. Et puis c'est presque comme si nous vivions à travers le cadre que nous allons vivre pour toujours. Comme, quand vous regardez notre prise de décision, vous pensez « Merde, vous donnez genre 3 décennies de vos meilleures années à construire cette chose, et nous supposons que nous pouvons reprendre le reste plus tard et tout sera là.
Et c'est ce que j'ai appris. J'ai essayé de le reprendre plus tard, et il n'y avait rien là. Je pense profondément que la métaphore puissante du sablier, avec le sable qui s'écoule lentement chaque jour de votre précieuse vie, représente une fenêtre, et chaque jour cette fenêtre se rétrécit un peu plus, un peu plus, un peu plus. Je te dirai la différence avec le sablier, tu sais qu'il s'écoule. Mais ignora combien de temps reste. Oh, c'est un très bon point. Et c'est pourquoi vous devriez presque le couvrir, car avec le sablier, nous pouvons voir combien de sable il nous reste. Mais dans la vie, je pourrais vivre encore 6 minutes, tout comme vous, ou cela pourrait être 6 mois, ou 60 ans. Oui, c'est une pensée profonde. Et vous avez raison, on ne vit pas vraiment nos vies en imaginant si nous avions un temps limité à vivre, comment vivrions-nous? Un exercice que j'ai fait est d'imaginer à un jeune âge que je n'avais plus que 10 ans à vivre, parce que si je n'avais qu'1 an à vivre, je pourrais changer de façon si dramatique que je pourrais ne pas faire quelque chose de viable. Je pourrais ne pas travailler et seulement passer du temps, et cela n'est pas viable. Mais je pense que nous menons toujours notre vie en pensant que nous avons de nombreuses décennies devant nous, et je pense que cela crée un sentiment de procrastination. Et si vous vous dites que vous avez cette décennie, que voulez-vous faire? Cela vous donne assez d'urgence, mais aussi suffisamment de temps pour établir une routine et construire quelque chose. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes que les gens peuvent faire. 2 pensées me viennent à l'esprit. La première pensée est que vous avez probablement entendu le dicton selon lequel les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire en 1 an et à sous-estimer ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. 10 ans, c'est une période de temps incroyablement longue. D'une certaine manière, si vous êtes discipliné et concentré, une petite idée, un petit rêve, un petit objectif peut vous permettre de construire quelque chose de grand. Cela fait seulement 15 ans que je fais de l'Airbnb, donc si vous pensez à ce que représente 10 ans, vous ne m'auriez pas embauché comme stagiaire il y a 15 ans. L'autre chose à propos de 10 ans, c'est de penser aux expériences de vie extraordinaires que vous pouvez avoir avec d'autres gens. Et je pense que la vie est faite d'expériences, mais les meilleures expériences sont celles que vous partagez avec d'autres. Ainsi, sur Airbnb, 80% de nos voyages se font avec d'autres voyageurs, comme 80% des gens voyagent avec d'autres gens. Et quand je repense à mes souvenirs d'enfance, je prenais le bus d'école, le même bus, environ 180 jours ou plus par an, pendant plus de 10 ans, des milliers de jours, et tous ces souvenirs se mélangent. Je ne les garde pas vraiment en mémoire, mais je me rappelle pratiquement de toutes les vacances que j'ai prises. Je me souviens de la première fois où je suis allé dans cette ville, la première fois où je suis allé dans cette autre ville, et ces souvenirs sont gravés dans ma mémoire. Et je pense que quand je regarderai en arrière sur ma vie, je me souviendrai de toutes les expériences que j'ai vécues, de tous les endroits que j'ai visités, des amitiés et des personnes que j'ai aimées et qui m'ont aimé, et dans ce que j'ai versé mon cœur et mon âme. Et je pense que c'est une façon importante dont j'ai pensé à ma vie, et j'ai pris du temps pour certaines d'entre elles. Mais je pense que la pression d'être erré aussi m'a rendu tellement concentré sur l'escalade d'une montagne, que peut-être je ne me suis pas assez concentré sur qui j'escaladais avec et qui m'accompagnait en cours de route. Bronnie Ware a interviewé des patients en soins palliatifs lors de leurs derniers jours sur Terre. Elle a donc interrogé des gens sur leur lit de mort et leur a demandé quel était leur plus grand regret. Hypothétiquement, si vous aviez 6 minutes à vivre et que je vous interrogeais pour savoir quel pourrait être votre plus grand regret, maintenant que vous avez 6 minutes à vivre, que me diriez-vous? Je pense que mon plus grand regret serait le temps que je n'ai pas passé avec les personnes que j'aime vraiment. Peut-être que je ne leur ai pas assez montré ce que je ressentais pour eux. Et puis, j'ai 42 ans. J'ai créé de nombreuses grandes choses. Cependant, la seule chose que je n'ai pas créée et que j'ai toujours voulu, c'est probablement une famille. Je ne pourrais pas vraiment expliquer de façon rationnelle pourquoi. Mais c'est comme si nous, les êtres humains, beaucoup de gens, ressentent le besoin profond de créer une famille, peut-être pour avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose de significatif et de pouvoir laisser quelque chose derrière eux. J'aurais laissé une entreprise derrière moi, mais peut-être pourrais-je laisser plus que cela. Ce seraient donc les choses que je regretterais certainement. Mais surtout, j'aimerais aussi dire que d'autre façon, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies et je serais rempli d'amour et de gratitude pour ce que j'ai pu vivre, parce que je n'aurais jamais pensé que je pourrais vivre ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Le nombre de personnes que je rencontre, le travail que je réalise. Je vais venir travailler tous les jours, pour côtoyer certaines des personnes les plus créatives du monde. La plupart des gens ne peuvent pas choisir les personnes qui les entourent,
mais en tant que PDG, vous pouvez choisir les personnes qui vous entourent. C'est vraiment spécial. Et j'ai pu choisir certains des gens les plus créatifs, gentils, compatissants et passionnément motivés du monde, et réaliser des choses dont je suis très fier. Des choses qui ont affecté la vie de millions de personnes. Mais je pense que nous regrettons les choses que nous n'avons pas faites, pas les choses que nous avons faites. Et je pense que nous tendons à regretter le temps que nous n'avons pas passé avec les gens, ceux que nous aimions et à qui nous n'avons pas dit, ou ceux que nous aurions pu rencontrer. Et ce sacrifice n'est-il pas impliqué dans le voyage de chacun, surtout lorsqu'il s'agit d'un grand voyage? Et vous parliez d'avoir, je pense, 25 ans lorsque Walt Disney vous a inspiré. Ouais. Neil Gabriel, j'ai lu ce livre 2 fois. Oui, j'ai lu ce livre 2 fois. D'accord. Donc ce livre a eu un grand effet sur moi et il y a 2 chapitres qui m'ont vraiment touché. Alors voici le livre de Néo Gabler. C'est la biographie définitive. Et elle est assez extensive. Elle fait plus de 600 pages. Vous pouvez le voir. La biographie de Walt Disney. Oui, la biographie sur l'homme, Walt Disney. Et il y a 2 entrepreneurs que j'ai toujours admirés plus que tous les autres, et ce sont Walt Disney et Steve Jobs, en partie parce qu'ils ont créé des entreprises qui ont survécu après eux. Mais plus important encore, c'était une des personnes créatives qui dirigeaient essentiellement des entreprises technologiques. Je veux dire, Apple était clairement une entreprise technologique. Disney était à une époque un véritable prodige de la technologie. Le premier chapitre qui m'a vraiment marqué était ce chapitre. Je pense que c'est Go GT. Il décrit la période où il déménage de Kansas City à Los Angeles, dans la vingtaine. Il convainc son frère, Roy Disney, qui a, je pense, une maladie terrible. Et il ne pense même pas qu'il va vivre. Et Walt lui dit « Viens en Californie, c'est bon pour toi. » Et Roy, ils étaient littéralement des frères. Et j'ai toujours pensé à Joe, mon cofondateur, comme à des frères, comme si nous étions des frères sans lien de sang. Mais quand vous êtes cofondateur, vous êtes presque comme des frères. Et son arrivée à LA, dans les années 20, a été pour moi comme mon arrivée à San Francisco en 2007. Les rouages du monde semblaient tourner là-bas d'une manière vraiment importante. Alors j'ai lu ce livre juste avant de créer Airbnb. Je vis à Los Angeles. Je lis cette biographie et je me dis, je n'ai pas à travailler pour quelqu'un comme Walt Disney. Je peux essayer de devenir quelque chose comme ça. Même si je n'atteins pas ce niveau de succès, ce n'est pas grave. Je peux faire quelque chose de beaucoup plus petit, mais je peux faire quelque chose comme ça. Et puis il y avait un autre chapitre, 4 ans après Airbnb, appelé Folie. Folie. Folie est le titre du chapitre sur Blanche-Neige. Et ils l'ont appelé Folie parce qu'ils l'ont nommé Disney's Folly. Et la raison pour laquelle ils l'ont appelé Disney's Folly est parce qu'il a misé toute l'entreprise sur ce film d'animation de longue durée. Et tout le monde pensait que c'était terrible. L'entreprise va fermer. Et je pensais que je lisais ce chapitre. Et c'est là qu'une idée m'est venue. Il a pratiquement inventé le storyboard pour ce film, car le film était très long. Personne n'avait fait un film d'animation de longue durée. Ils ont dû faire un storyboard des scènes. Et je me souviens avoir pensé, une fois que j'ai lu ce chapitre, je me suis dit, et si nous créions un storyboard des vacances parfaites sur Airbnb, du moment où vous réservez jusqu'au moment où vous vous enregistrez, et si nous concevions littéralement l'expérience de bout en bout, on pourrait appeler ça le design de service. Et cela est devenu un guide éclairant pour la conception de notre service. Nous n'avons pas seulement conçu l'écran, les applications, les emails, nous avons conçu l'expérience de bout en bout. Un peu comme lorsque j'étais à l'école de design industriel et que nous concevions un ventilateur ou un autre produit et que vous essayiez de vous mettre à la place de l'utilisateur. Alors ce livre est devenu très influent pour moi. Et peut-être la dernière chose que je dirais, c'est que quelqu'un a dit un jour que les chiffres sont le langage des affaires. Et je me souviens avoir pensé, non, la langue est le langage des affaires. Les chiffres ne sont que le seul moyen que nous avons de les mesurer. Mais avez-vous remarqué qu'il y a 500 entreprises dans le Fortune 500? Combien d'entre eux sont des gens créatifs? Je ne sais pas combien, mais je pourrais être l'un des seuls qui a été à l'école de design. Ils ont des conseils d'administration. Disons qu'il y a 10 personnes par conseil. Donc, il y a environ 5000 membres de conseil d'administration. Combien d'entre eux sont des personas creatives ou des designers ou des personas des humanités? Pas beaucoup. Combien de PDG ont des gens créatifs qui leur rendent compte? Pas beaucoup. Et donc nous avons maintenant ce monde où beaucoup de gens sont mécontents de la façon dont les choses se passent. On nous donne souvent 2 mauvaises options. Nous avons tendance à nous battre à somme nulle alors que nous pourrions imaginer quelque chose de mieux.
Mais nous n'avons pas beaucoup de gens en position de pouvoir qui peuvent faire des bons créatifs de l'imagination et vraiment comprendre comment concevoir quelque chose de mieux que ce dans quoi nous sommes actuellement. Et je pense que la créativité est en train d'être systématiquement écrasée par l'Amérique des affaires. Pablo Picasso a dit « Il m'a fallu 4 ans pour apprendre à peindre comme Raphaël, mais toute une vie pour apprendre à peindre comme un enfant. » Je pense que cette curiosité d'enfant est quelque chose que les gens créatifs sont généralement, je pense, capables de conserver. Et je pense que cela se perd un peu. Et ce que j'aimais chez Walt Disney, et j'aimais aussi chez Steve Jobs, c'était le sentiment qu'ils étaient vraiment des gens créatifs, qui avaient des entreprises vraiment créatives. Ils les ont responsabilisés et ils avaient de l'intuition. Ils ne se contentaient pas de peindre l'entreprise à coups de chiffres. Et c'est le genre d'entreprise que j'ai toujours essayé de faire. J'ai toujours rêvé de créer l'un des endroits les plus créatifs de la Terre, comme Disney ou Apple. Nous n'y arriverons peut-être pas, mais au moins nous aurons l'idéal. Je veux parler de ce moment où la créativité a prévalu sur ce qu'un directeur financier ou les chiffres pourraient dire, mais en revenant à cela, vous avez mentionné quelque chose d'autre, qui fait allusion à cette idée de créer pour soi-même, comme étant la voie à suivre pour créer pour les autres. Et j'ai remarqué que c'est en fait une des grandes choses. En tant qu'entrepreneur, j'ai retenu de l'histoire d'Airbnb que vous n'avez pas à vous asseoir et à réfléchir à ce que veulent 1 million de personnes dans un produit. Vous devez juste résoudre un problème pour vous et votre meilleur ami, et vous pouvez construire une entreprise incroyable à partir de cela. Et c'est vraiment comme la genèse d'Airbnb si vous remontez jusqu'au début. Et cela concerne presque toutes les entreprises dans le monde, d'ailleurs. Presque toutes les entreprises dans le monde. Peut-être que les grandes entreprises ne sont pas ce que les gens pensent. Les gens oublient cela. Prenez n'importe quelle grande entreprise dans le monde. Rien de grand n'a commencé grand. Elles ont toujours commencé petit. Cela a commencé avec quelques personnes, une ou quelques personnes. Et bien souvent, ils fabriquaient quelque chose qui ressemblait à un jouet. Ça avait l'air d'un hobby. Je me souviens qu'un de mes premiers investisseurs a dit « Brian, ne t'inquiète pas que les gens vont t'en aider parce que si elle est bonne, tout le monde la rejettera. » Tous le rejetteront. Tout le monde l'écartera. Il s'avère que beaucoup d'idées révolutionnaires ne paraissent pas révolutionnaires à l'époque. Elles semblent folles, ou elles semblent non sérieuses, ou elles semblent être des passe-temps. Elles semblent quelque chose de petit. Airbnb. Nous n'avons pas créé un moyen pour des millions de gens de séjourner dans des maisons. Airbnb a commencé un week-end. C'était en octobre 2007. Une conférence de design arrive à San Francisco. Tous les hôtels sont complets. Et nous avons eu cette idée. Nous avons dit, et si nous transformions simplement notre maison en chambre d'hôte pour une conférence de design? Nous pourrions gagner assez de loyer. Je crois avoir ce courriel. Oh, ouais, tu as l'email que Joe m'a envoyé? Ouais, tu as l'email que Joe m'a envoyé. J'ai pensé à une façon de gagner un peu d'argent en transformant notre logement en bed and breakfast pour designers. Nous proposions aux jeunes designers qui viennent en ville un endroit pour se loger pendant le week-end de 4 jours. C'était le 22 septembre 2007. Nous pensions simplement créer un bed and breakfast pour la conférence. Malheureusement, nous n'avions pas de lit, mais Joe avait des lits gonflables. Nous avons sorti les lits gonflables du placard et nous l'avons appelé airbedandandbreakfast.com. Maintenant, je peux vous assurer que nous n'avons pas pensé que Airbed and Breakfast deviendrait une entreprise où 3 millions de personnes par nuit utiliseraient pour dormir. Nous ne pensions pas que je ferais des podcasts et que je serais une entreprise publique géant. Nous pensions que c'était un moyen pour 3 personnes, un week-end, de rester dans notre appartement, de dormir sur des lits gonflables, de nous payer une somme d'argent, nous aurions une aventure cool de week-end, nous continuerions notre vie. Et le comique, c'est que nous pensions que cela paierait le loyer pendant que Joe, Nate et moi, ou Joe et moi à cette époque, réfléchissions à la grande idée. Nous parlions tout le temps de la grande idée. Et Airbed and Breakfast n'était juste qu'un moyen de résoudre notre propre problème, de payer le loyer avant d'avoir eu la grande idée. Mais quand j'ai rejoint Y Combinator, une start-up très connue, une sorte d'incubateur, le fondateur, Paul Graham, avait l'habitude de dire « et c'est le conseil le plus important que j'ai jamais reçu, et c'est ce que vous disiez, et c'est contre-intuitif ». Il a dit « il est préférable d'avoir 100 personnes qui vous aiment plutôt qu'1 million de personnes qui vous aiment un peu. Si vous avez 100 personnes qui vous aiment quand elles aiment quelque chose, elles le diront à tout le monde qu'elles connaissent. » Je me souviens avoir parlé à quelqu'un, elle adorait Airbnb. Je lui demande « combien de personnes avez-vous parlé d'Airbnb ?» Elle répond « j'en ai probablement parlé à 10 ou 20. » Et leurs amis qui se trouvaient à côté d'eux disent « non, elle en a parlé à 1 ou 200 personnes. » Et j'ai commencé à réaliser que les gens qui aiment quelque chose deviennent votre département marketing. Et ils en parleront à d'autres personnes, et s'ils en parlent à d'autres personnes, la notoriété s'accroît, c'est ce que nous appelons le bouche à oreille. Alors, comment faire pour que quelqu'un aime quelque chose? Je ne sais pas comment faire en sorte qu'1 million de personnes aiment quelque chose en même temps quand vous commencez de rien, mais je sais comment vous pouvez faire en sorte qu'1 ou 2 personnes aiment quelque chose. Vous pouvez les rencontrer, vous pouvez comprendre leurs besoins,
et vous pouvez concevoir quelque chose de parfaitement sur mesure, juste pour eux, et vous pouvez littéralement les recruter une personne à la fois. Si vous avez une idée d'entreprise, vous n'avez pas besoin d'arriver à 1 million avant d'arriver à 1 million, vous devez arriver à 100 000. Avant d'arriver à 100 000, vous arrivez à 10 000, et avant 10 000, vous arrivez à 1000. Avant 10 000, vous arrivez à 100. Donc il suffit de faire et tous les chemins mènent à 100. Ne vous concentrez pas sur le sommet de la montagne, concentrez-vous sur le premier pas. N'essayez pas d'atteindre le million, concentrez-vous juste sur 100. Et comme vous faites cela, vous réduisez le problème à quelque chose de petit et de gérable, parce qu'1 million doit construire des systèmes, et vous commencez à développer des complexités avec lesquelles vous ne pouvez pas gérer. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'arriver à 100. Une fois que vous arrivez à 100, vous arrivez maintenant à 1000. Et pendant que vous faites cela, vous continuez d'augmenter l'ordre de grandeur. Et ce travail change. Mais les gens se paralysent parce qu'ils pensent qu'ils doivent créer quelque chose de grand. Et ils disent « Apple n'était pas comme ça » ou « Google n'était pas comme ça ». Eh bien, en fait, Apple a commencé à vendre ses boîtes bleues dans le coffre d'une voiture. Google était ce projet de recherche. Ils allèrent le vendre pour quelques millions de dollars et ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils avaient. Ces choses commencent toutes comme des jouets sans prétention qui semblent bricolés et qui ne sont destinés qu'à vous et à vos amis. C'est presque toujours ainsi que tout commence. Et cette question-là sur la créativité surpassant la rationalité du point de vue de l'entreprise américaine. L'histoire d'Airbnb est truffée de moments où vous avez choisi la créativité et l'expérience client plutôt que la scalabilité et les profits. Mais cela l'emporte sur une longue période de temps dans une histoire. C'est toujours le cas, n'est-ce pas? Je pense que c'est dans notre âme d'être créatif. Je pense que la plupart des entrepreneurs sont créatifs. C'est drôle, presque chaque entreprise est conçue intuitivement. Parfois, les gens ont un plan d'affaires et ont des informations statistiques et des données. Mais la plupart du temps, lorsqu'ils créent une entreprise, ils n'ont aucune donnée. Comme ils n'ont pas de clients, ils n'ont probablement pas de données. Alors tout commence avec l'intuition, avec des idées et des compréhensions. Le problème, c'est qu'en devenant plus réussi, tu accumules plus de données, et en accumulant plus de données, tu deviens plus dépendant de ces données, et ainsi tu deviens plus dérivatif, plus itératif. Les données sont bonnes. Elles sont ce qu'on pourrait appeler nécessaires, mais pas suffisantes. Mais pourquoi abandonner quelque chose qui a fait ton succès? Si tu suis ton intuition, ton cœur, tes idées, pourquoi arrêterais-tu de les avoir? Plus tu grandis, tu ne dois pas simplement créer une entreprise. Tu dois continuer à la refonder, à la reconstruire, continuer à avoir de nouvelles idées. Et je pense que la différence entre Airbnb et beaucoup d'autres grandes sociétés multinationales, c'est que tu penses à une entreprise comme à un corps. La plupart des entreprises, c'est comme si elles étaient coupées à la tête, déconnectées de leur cœur et concentrées sur le côté le plus analytique de leur cerveau. Je pense que ce dont la plupart des entreprises ont besoin, c'est de plus de créativité et peut-être un peu plus de cœur et d'âme. La plupart des employés d'entreprise sont des gens bien intentionnés et aimants. Ils ne se comportent simplement pas ainsi. Comme les départements des ressources humaines et juridiques sont majoritairement composés de bonnes personnes. Mais ces départements parfois fonctionnent où les groupes se réfèrent excessivement à ces groupes. Ils sont très frileux au risque. Ils arrondissent les angles. Ils cessent de prendre des risques sans se rendre compte que le plus grand risque est de ne pas changer dans un monde qui changera. Mais personne ne veut être celui qui change, qui prend un risque. L'organisation commence à se concentrer sur elle-même plutôt que sur la raison pour laquelle elle existe pour servir les autres. Alors toutes ces choses commencent à se produire et tu commences à nommer de plus en plus de personnes analytiques et assez vite, tu te réveilles avec un conseil d'administration composé uniquement de personnes analytiques qui ne valorisent que ce qui peut être mesuré. Et les seules choses que tu mesures sont mesurées à court terme. Donc la qualité de ton produit, la marque, le bonheur des gens, la vision, est-ce que tu te diriges dans la bonne direction? Es-tu sur le point d'être disrupté par la dernière technologie? Ces choses sont toutes difficiles à mesurer. Il y a un vieux proverbe d'un lauréat du prix Nobel nommé Linus Pauling. Il dit « Tout ce qui compte ne peut pas être compté. Tout ce qui peut être compté ne compte pas. » Donc nous avons tendance à avoir un biais vers les mesures financières à court terme. Cela ne signifie pas qu'elles sont peu importantes, mais si tu optimises uniquement pour elles, alors tu vas être en péril. Et c'est une sacrée bonne garantie que tu le seras dans le futur. Alors j'ai l'impression qu'il faut plus de cœur dans les affaires, plus de créativité dans les affaires, et non pas pour les gens créatifs, mais pour le bien des entreprises, pour le bien du monde dans lequel nous vivons. Ne voulons-nous pas vivre dans un monde plus intéressant et plus excitant? Nous devons apporter la créativité que les artistes et scientifiques rassemblent. Et c'est cette union des artistes, des scientifiques et des opérateurs qui, je pense, peut créer un monde bien meilleur que celui que nous avons actuellement. Nous avons toute la technologie dont nous avons besoin. Pour concevoir un monde meilleur, nous avons, croyez-le ou non, tout l'argent dont nous avons besoin. Nous pouvons dire que nous avons besoin de plus d'argent,
mais nous pourrions en réalité être plus efficaces et plus productifs avec les ressources que nous avons. Cela va néanmoins nécessiter de la créativité. Tout ce que vous avez dit m'intéresse beaucoup car vous décrivez quelque chose que je ne vois que les fondateurs réussir à conserver, à savoir cette sorte de conviction et d'intuition de fondateur. Souvent, lorsque le fondateur est remplacé par un PDG, alors le directeur financier semble vraiment diriger l'entreprise, car ils n'ont pas cette intuition du premier jour sur ce que nous devrions faire et d'où nous venons. Aussi, je pense toujours que dans les entreprises, la tentation de s'écarter des principes est la plus forte au début, quand ils sont en difficulté, et lorsqu'ils sont au sommet, quand il y a tant d'options, tant de choses qu'ils pourraient faire. Pour revenir au début, toutefois, au tout début, j'ai vu cet email, qui je pense est vraiment important parce que peut-être que c'est la chose la plus importante, parce qu'il y aura des personnes qui commencent des entreprises maintenant qui reçoivent beaucoup d'emails comme celui-là. C'est du 1er août 2008, au fait. Permettez-moi donc de donner le contexte de cet email. Donc Johan et moi essayons de récolter de l'argent pour tout le monde qui essayait de récolter de l'argent. Je veux que vous sachiez qu'Airbnb essayait de récolter 150 000 $ avec une valorisation, je pense, de 1 500 000 $ après investissement. Je te donne ça maintenant. En effet, et voici l'une des nombreuses lettres de refus. Salut Brian, désolé pour la réponse tardive. Nous avons eu la chance de discuter en interne et malheureusement, nous ne pensons pas que cela convient à la société d'investissement de remplir l'espace vide. D'un point de vue investissement, l'opportunité de marché potentiel ne semblait pas assez grande pour un modèle requis. Maintenant, je veux que tu te mettes à cette perspective. Airbnb gère presque autant d'argent que le PIB entier de la Croatie aujourd'hui. $1 sur environ 500 dépensés dans le monde, environ $1 est dépensé sur Airbnb. C'est un marché assez vaste et notre entreprise est pratiquement la même idée que celle que nous avons proposée. Cette personne qui a dit que notre opportunité de marché n'était pas assez grande. Il y a probablement une myriade de leçons à tirer de cela, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un rappel que le monde ne se transforme pas simplement, ou du moins, il ne se transforme pas vers nos rêves, idéaux et ambitions qui nécessitent certains types de personnes. Nous pourrions les appeler des entrepreneurs, des inventeurs, toutes sortes de personnes dans différents domaines qui croient que le monde pourrait être un peu différent de celui dans lequel ils vivent, pour avoir l'audace de croire qu'ils peuvent le faire et qu'ils ont la capacité de convaincre d'autres personnes de se lancer dans